Bonsoir à tous et bienvenue dans le 14e épisode de l'école des fanboys. Je suis très heureux de vous retrouver puisque j'étais absent lors des deux épisodes précédents. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon, vous en doutez un petit peu, c'est un épisode spécial parce qu'on l'avait dit lors de notre anniversaire qu'on ferait une émission spéciale pour cet épisode 14 avec un invité exceptionnel qui n'est autre que notre camarade de LCI dont refait le Mac, Monsieur Cédric Ingrand. Salut Cédric, comment tu vas? C'est qui l'invité exceptionnel? C'est toi. Ah, flûte, moi je cherchais quelqu'un d'autre en disant, mais je sais pas. Salut, ça me fait très plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et, Mhm. euh, et voilà, les opportunités sont là pour être prises, donc je suis ravi d'être là ce soir. Et D'autant plus enfin, que on a tu as réussi fait à réunir l'argent. partie, Enfin, d'autant que tu as fait Pardon? partie de nos premiers followers sur Twitter quand on s'est lancé, et notre centième follower, c'était madame, hein, c'était Annabelle de ton épouse, donc Eh ben décidément. Qui est à mes côtés parce que je suis dans ses bureaux. Voilà. voilà. Bon, sinon, l'actu pour toi, c'est aussi le passage en gratuit de LCI depuis début avril, ce qui est quand même une formidable nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Alors, d'abord, mon contrat m'oblige à vous dire que je ne suis pas porte-parole d'LCI. Je peux vous dire qu'à titre personnel, évidemment, c'est une excellente nouvelle, évidemment. Euh, Parce qu'on l'a attendu depuis longtemps, parce que voilà, et parce qu'on commence. Alors tout ça est très progressif, parce qu'évidemment, si on avait eu le choix du calendrier, on n'aurait pas fait les choses comme ça. Mais dans les mois à venir, il va se passer beaucoup de choses. Je pense que le vrai LCI tel qu'on aurait envie que vous le voyiez dès aujourd'hui, ben, il faudra l'attendre, aller à la rentrée de septembre, avec une vraie nouvelle grille des programmes, de nouveaux, il y a rien n'est secret dans ce que je vous dis, hein. Mhm. Un nouveau studio, enfin voilà, une vraie, il va y avoir un petit effet on-off qui va être intéressant à la fin des vacances. Mais oui, évidemment, on est ravis parce qu'on a quand même été dans les soreuses un petit peu longtemps, hein, avant d'en sortir en bon état. Voilà, donc LCI qu'on retrouve donc sur le canal 26 Canal de... 26. Canal 26. Alors, nous, on s'est tous dit, oh, Canal 26, oui. Oh, ça fait un peu loin, tout ça, bref. Mais finalement, on a eu un peu de chance. C'est-à-dire qu'évidemment, en arrivant le jour de la renumérotation qui allait avec le passage à la HD, bah, ça veut dire que là, de toute façon, les gens allaient renuméroter et découvrir ce qu'il y avait un peu chaîne après chaîne. Et puis finalement, Canal 26, c'est pas si mal parce que, regarde, tu vas sur TF1, qui est une chaîne très bien, évidemment. Et au lieu d'aller vers le haut, tu vas vers le bas. Et tout à coup, ça dépend des télés, mais il y en a que tu vas te retrouver directement sur la dernière chaîne, enfin la chaîne qui est en haut de la numérotation. Donc en fait, on est à la fois le canal 26 et le canal 0 ou -1. Voilà. Ça marche, c'est dire qu'en un clic ou en deux clics, tu peux y aller quand tu es sur TF1. Ce qui finalement est pas si mal que ça. Voilà, et c'est une bonne nouvelle quand même qu'elle-ci soit désormais visible dans tous les foyers français. Alors bon, donc ce soir pour nous accompagner, il y a évidemment l'équipe habituelle que je vais te présenter, Cédric. Allez, on va prendre la direction de la Suisse, tiens, puisque c'est lui qui héberge l'enregistrement de cette émission. On va faire un petit coucou à notre ami Sébastien Perrier, alias Mister Perrier sur YouTube. Comment ça va, mon petit Sébastien? mais bonsoir mes amis. Écoutez, très heureux d'avoir Cédric avec nous, que j'ai connu grâce à On refait le Mac. Et Mhm. puis ses coups de cœur m'ont coûté cher. Ses coups de cœur m'ont coûté cher. Mais c'était à chaque fois du bon matos. Ouais, Donc, mais des fois, il faut suivre ses conseils, hein. Quand il dit qu'il faut pas installer l'application AliExpress sur son téléphone, je confirme, il faut pas le faire, ça. Jamais. Il ne faut pas le faire. Ne le faites pas. Ne le faites pas. N'installez pas maintenant l'application AliExpress. Ça va vous coûter atrocement cher. Enfin non, ça va pas vous coûter cher. C'est au bout du compte que ça vous aura coûté de l'argent. Voilà. et ne commandez Alors, surtout pas des habits. celui qui est également avec nous pour nous accompagner, c'est le monteur de cette émission, alias Julien Debré. Bonsoir Julien, et pour une fois, pas dans ses sanitaires, visiblement. Non, non, j'ai envoyé la petite famille en vacances, du coup, j'ai pu regagner le salon. Eh ben, Oh. bonsoir à tous, et moi aussi, je suis ravi d'être avec Cédric. Bon, je suis juste dommage qu'il soit pas dans son placard avec le synthé, mais bon, tant pis, on va faire avec. Ce fameux synthé C'est Roland. fini. Hein. Le placard a disparu. Enfin, le placard a une autre utilisation pour l'instant. Mais le placard reviendra. Et le synthé, qu'est-il De devenu ce grands fameux travaux, il n'y a pas qu'à LCI qu'il va y avoir de grands travaux vont aussi avoir lieu chez moi. Le placard reviendra un jour. et le synthé, parce que c'est ça que tout le monde devrait savoir, il est devenu quoi ce synthé? Le synthé, quel synthé? Ah, le synthé qui était en haut du placard? Ah oui, Lui, il a mythique. disparu.
Lui, non, Moi, désolé, on n'a pas pu le sauver, lui. j'étais persuadé qu'il y aurait Cédric dans le prochain album de Jean-Michel Jarre. Non, mais c'est terrifiant parce que quand même se dire, bon, on fait des podcasts à la maison, on fait ça entre amis et tout ça, et c'est super. Et après, il y a des gens sur Twitter qui disent, dis donc quand même, elle est vieille, ta machine à laver. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Elle est derrière moi. Vous voyez le C'est pas une sèche-linge. Samsung. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ou l'attaché de presse qui dit, mais c'est pas une LG, ça. Euh, Donc, il y a quand même, enfin, voilà, il y a des moments où il faut se protéger un petit peu. Voilà. Et le dernier intervenant de cette émission, c'est notre ami Mathieu Dos Santos, Portugal, là, en force. Mathieu, Ah comment oui. vas-tu, Mathieu? Olá, mes amigos, comment ça va tous? Ça va, toi? Comment que ça va? Ça va très bien. Et là, on a le Cédric Ingram, qui est un mestre à penser pour moi. J'aime beaucoup. J'ai regardé On refait le Mac dans le plein écran, l'émission, hein, pas ma télévision, mais là. Très, très bien. J'aime beaucoup. Et voilà, je suis très, très, très ravi qu'il ait accepté pour moi de faire l'émission. Ah, ça nous a coûté super cher, faut dire ce qu'il est, mais bon, tant pis. C'est vrai. Sébastien, Le- de toute façon, donc c'est pas grave. Ce qu'on appellerait le tarif habituel. Ouais. Exactement. On a parlé avec Olivier, il nous a confirmé. Ça va vous coûter un match. C'est le même tarif. Voilà. Alors, avant de démarrer cette émission, je voudrais faire un petit aparté par rapport à Mighty Dylan, le site que j'ai créé en septembre 2013 et qui, vous l'aurez constaté, depuis quelques semaines est à l'arrêt. Enfin, il est toujours en ligne, mais il n'y a plus de contenu qui est rajouté dessus. Oui, c'est d'ailleurs comme le nombre d'abonnés sur Rester Connecté qui est à l'arrêt depuis l'arrêt de Mighty Dylan. Ah, ça, j'en suis navré. Donc, Mighty Dylan, c'était ce portail qui agrégeait tous les contenus vidéo relatifs à l'actualité high-tech. Malheureusement, cette activité était très chronophage pour moi et parce que ça me prenait 4 à 5 heures par jour et j'ai aussi une entreprise à faire tourner à côté de ça et j'ai d'autres activités qui se sont joints à ça avec Watch, avec l'école des fanboys. Enfin bref, j'ai eu moins de temps à y consacrer, donc je voulais un peu ralentir déjà par rapport à ça. Et puis il y a malheureusement des aléas de la vie qui font que, comme vous l'avez pu le constater, j'étais indisponible ces dernières semaines. Donc c'est une aventure qui va s'arrêter, en tout cas sous sa forme actuelle, et qui va peut-être, je vais travailler à ce qu'elle devienne autre chose. C'est-à-dire qu'à l'horizon du mois de septembre, sans doute, j'ai pour vocation à vouloir créer en fait une association dont le but serait d'organiser des journées de découverte des nouvelles technologies à destination des enfants qui sont hospitalisés au service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Necker à Paris. Et donc voilà, je vais mettre à profit les contacts que j'ai dans ce milieu de la high-tech où tout le monde me connaît un petit peu en France, que ce soit journaliste, blogueur, youtubeur, et également attaché de presse, constructeur, etc., pour essayer d'organiser comme ça de temps en temps des journées qui permettront à ces enfants malades de pouvoir s'évader et avoir accès à des technologies auxquelles ils rêvent sans doute, mais qu'ils ne pourront pas utiliser en dehors de ce cadre-là. Et je suis convaincu que mes camarades Mathieu, Sébastien et Julien, ainsi que Nicolas, notre directeur artistique, m'accompagneront dans cette aventure. Et puis c'est vrai que si tu veux aussi en faire partie, il n'y a pas de souci. N'hésite pas si tu as besoin d'aide, mon grand, tu sais. Comment? Tu sais où me joindre. J'ai pas compris, excuse-moi. Je dis, tu sais où me joindre, n'hésite pas. Oui, t'inquiète pas, je sais bien. Et donc voilà, mais je vous tiendrai au courant le moment venu, parce que c'est quelque chose qui prend un certain temps à faire et je veux le faire correctement. Et voilà, mais l'idée c'est vraiment de réunir un petit peu tout ce monde de la high-tech sous une même bannière, et que chacun fasse vibrer son cœur de geek à destination de ses enfants qui le méritent bien, quoi. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Et avant de démarrer dans cette émission un peu spéciale, c'est une émission qui sera hors série finalement, puisqu'on va pas non plus dérouler l'actu high-tech, on va faire des reviews comme on fait habituellement, mais là on va faire un numéro un peu spécial. Mais avant d'y aller, on va d'abord se tourner vers Cédric, parce qu'en fait, Cédric, tu connais peut-être le concept de l'émission qui est d'avoir un match entre un fanboy Apple, en l'occurrence Sébastien, un fanboy Android Mathieu et un fanboy Microsoft. Alors, il a pris la parole le dernier. C'est rarement le troisième qui gagne. Hein. J'ai regardé. Oh, ça va, en 2015, ça s'était plutôt pas trop mal passé. C'était mon année. Celui qui a pris la parole l'an dernier tout à l'heure, c'était Mathieu, notre fanboy Android. Il se trouve que Mathieu, depuis l'été dernier, t'envie énormément. Ah bon Parce qu'il s'avère que l'été dernier, par le plus grand des hasards, tu as été amené à interviewer Sergey Brin,
Est-ce que Oui. tu peux nous raconter la manière dont ces choses sont passées, parce que c'est un peu insolite quand même. Ah ouais, c'est une histoire de fou même. C'est des choses. C'est que pendant que ça t'arrive, c'est un peu comme ton premier saut en parachute. Tu vois, c'est pendant que ça t'arrive, t'as pas beaucoup de recul. Et puis une fois que tu t'es posé, tu dis putain, j'ai fait ça. Tiens. L'histoire, je vous la fais rapide. Un jour, on est un jeudi, il doit être 16h, mon téléphone sonne, je suis au bureau avec mon camarade et ami Guillaume Delalande, et on est en train on doit commencer le montage de l'émission du week-end. Vraiment. Et c'est la responsable de la communication de Google, que je connais depuis bien longtemps, qui m'appelle, qui me dit Cédric, comment ça va? Ça va bien. Dis donc, ça te dirait d'interviewer Sergey Brin? Sergey Brin, c'est l'un des deux fondateurs. Ouais. Et je crois que ma réponse elle a été quelque chose du genre Anne-Gabrielle, mais est-ce que le pape est catholique, tu vois? Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Enfin, ton jour sera le mien, ton heure sera la mienne, ton endroit sera le mien. Enfin, tu vois, oui, bien sûr. Où, quand, comment? Bah maintenant. Comment? Quoi ça? Ouais, maintenant, il est à Paris, il est passé au bureau, il est là, enfin, en vacances, mais il est passé au bureau. Il y a un événement un peu plus tard ce soir, mais un truc purement interne, et il m'a dit si j'ai une heure à tuer, si tu es un journaliste que tu veux me faire rencontrer, ce sera avec plaisir. Et la pauvre. C'est une situation dans laquelle tu n'as pas envie de te trouver quand tu es responsable de la com d'une grosse boîte comme ça. Parce qu'évidemment, tout à coup, c'est l'un des patrons, donc ses désirs sont des ordres. Donc il fallait tout à coup matérialiser un journaliste. Et de préférence, j'imagine, quelqu'un qui connaisse un peu Google, enfin tu vois, à qui il ne faille pas tout réexpliquer depuis Vercingétorix. Il n'y avait pas d'actualité particulière, donc c'était un peu compliqué. Elle pouvait pas appeler, enfin il y avait plein de gens qu'elle ne pouvait pas appeler parce qu'elle avait rien à leur vendre, sauf une interview comme ça, mais pas vraiment organisée non plus. Enfin c'est vraiment compliqué. Et donc on a sauté dans une voiture avec juste notre Canon pour le tourner, un micro, enfin bon, pas très équipé, mais on a sauté dans la voiture sans savoir exactement où on allait. Elle m'a dit, je pense qu'il doit être dans le quartier de l'Étoile, il est en train de se promener. Ah très bien. Pendant ce temps-là, chez Google, ils essayaient de trouver un endroit pour faire l'interview, un truc un peu organisé, pas juste dans la rue. Et ils ont essayé un grand hôtel et un autre grand hôtel, enfin ça marchait pas. Et donc on s'est retrouvé avenue Kléber, juste à côté de la place de l'Étoile. Et au final, on a fait ça à une terrasse de café. Là, je vous la fais rapide parce qu'il y a des histoires incroyables. Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. Ah bah si, je vous le raconte parce que je pense pas que je l'ai raconté dans un podcast, celle-là. Non. Une petite excuse. Donc ouais, enfin, Sergey Brin arrive avec un pantalon en lin, un t-shirt et des crocs. Et juste un téléphone. Bon, très bien. Pas un iPhone au moins. Non, alors si vous voulez qu'on vienne à ça, je pourrais même vous dire quels sont les téléphones de Sergey Brin. Il se trouve qu'on s'était déjà rencontrés il y a très longtemps. Alors là, c'est encore une autre histoire que je vous raconterai un jour peut-être. Mais là, ça fait vraiment papy. Hein, et donc voilà, on papote une minute et on dit bon bah on va au café quoi. Et pendant ce temps-là, une jeune personne qui travaille pour Google était partie en courant au café parce que moi j'avais pas beaucoup d'exigences. Je disais attendez, je le ferai dans les conditions où on le fera. Voilà, mais vu que c'est de la télé, ce serait bien qu'il y ait de la lumière. On est au mois de juin, je veux pas que ce soit à l'intérieur parce que là la lumière sera pas terrible. Donc ce serait une table en terrasse, voilà, 2 tables en terrasse, on sera bien. Et donc cette jeune personne était partie en courant pour essayer de libérer 2 tables sur de fou. Et donc on arrive et il y avait 2 petits vieux qui étaient attablés avec qui la jeune personne avait négocié. Elle avait dû leur dire écoutez, les consos sont pour moi, mais si vous pouvez me libérer la table, ça me ferait plaisir. Et il se lève et il y en a un qui vient devant moi et qui me dit monsieur, je vais vous laisser la table, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez la Corse? Moi, c'est le père d'Olivier Frigara. Mais non, mais justement, mais j'adore la Corse. Ah bon, vous adorez la Corse? Mais oui, mais bien sûr, j'ai des amis corses. Ah, vous avez des amis corses? Mais ils sont d'où? Ah, alors donc là, je donne le village où habitent les parents d'Olivier Frigara, qui est juste à côté d'Ajaccio, pas loin de l'aéroport. Ah bon? Mais je connais, mais c'est mon, et il me dit, mais c'est mon village. Mais vous connaissez qui?
Bah, c'est mon ami Olivier, c'est le fils de Joe Frigard. Vous connaissez Joe? Ah bon? Mais fallait me le dire tout de suite, donc vous aurez laissé la table. Et pendant ce temps-là, le deuxième petit vieux, lui, s'était tourné vers la directrice de la com de Google, en disant, mais madame, eux aussi, vous aimez la Corse et tout ça. Et elle est corse. Elle a dit, mais vous rigolez ou quoi? Je suis corse. Ah bon, vous êtes d'où? Enfin, etc. Donc voilà, c'était un peu particulier. Surtout, il faut imaginer que pendant ce temps-là, il y a Sergey Brin, qui est là, 2 mètres en retrait, les bras croisés, qui nous regarde, comme si, imaginez un anthropologue en train de découvrir, vous savez, genre, on fait comme ça chez les papous. Si on s'était fait des bisous sur le nez, ils ont regardé un peu de la même façon. Il a fallu qu'on lui explique après en disant, c'est la Corse, c'est particulier, c'est la France, mais c'est pas la France. On vous expliquera. Et donc voilà. Et donc on s'est assis. À la base, on m'avait dit bon, on aura un quart d'heure, et on a enregistré 20 minutes. Mais en fait, il est resté 1 heure. Enfin voilà, c'était. Et quand ça s'est fini et qu'il est parti, voilà, on s'est un peu regardé, genre. So this happened. Et puis on est allé vérifier que ça avait bien tourné, qu'on avait bien l'image et le son, même si le son était pas génial parce qu'il y avait des bruits de rue, enfin peu importe. Mais du coup, et vu qu'il n'y avait pas d'actualité, on l'a lancé sur plein de sujets, sur le futur de l'automobile, en gros mais et toi tu fais quoi? Parce qu'évidemment lui il s'occupe pas du quotidien de Google. Si on avait nous dans l'émission là. On a fait cet été avec Pépé, on avait justement évoqué cette interview que tu avais fait, parce que ce qui est un peu remarquable en fait, c'est que quelques jours après, on a appris donc la naissance d'Alphabet, que quand tu regardes l'interview, finalement, ce qu'il te dit, ça préfigurait ce qu'est devenir Alphabet, quoi, finalement. Bah oui, parce qu'évidemment, on lui pose la question. Moi, je lui dis, mais comment est-ce que vous arrivez? Google fait tellement de choses tellement différentes qui vont des ballons stratosphériques pour faire de l'accès Internet jusqu'au moteur de recherche et au reste, que comment est-ce que vous arrivez à le concevoir comme un ensemble cohérent? Et là, il n'a pas été sympa parce qu'il m'a pas lâché le morceau. Mais je pense que voilà, c'est les limites de la communication quand tu es le patron d'une société cotée. Tant que c'est pas annoncé, c'est pas annoncé. Et je sais plus quelle était sa réponse exacte. Mais en gros, il m'a dit oui, c'est une excellente question. Mais moi, je me souviens quand l'info est tombée sur Alphabet, j'ai immédiatement de suite repensé à ton interview. Parce que bien sûr. Voilà. Et de fait, Alphabet était, je pense, la bonne solution au problème qu'il avait, même si c'est vraiment un problème de riche, mais c'est bien de pouvoir séparer les choses, parce qu'à un moment, on peut plus dire que tout ça est dans un ensemble cohérent qui s'appelle Google. En tout cas, si un jour l'occasion se représente, n'oublie pas d'appeler Mathieu, parce que là, il est... Tout ce que tu veux. Je peux tenir les cuillères, je peux tout faire. Alors pour il n'y a pas de souci, lui. Pour votre gouverne, qu'est-ce qu'il avait comme téléphone? Il avait un Nexus 6. Normal. Normal, et je lui dis is that your only phone? Et il me dit non, il avait aussi à l'époque un Galaxy S6. Normal. Voilà, normal. Un homme de goût. Il n'avait pas d'iPhone. Un homme de goût. En fait, je lui ai demandé s'il avait aussi un iPhone et il me dit mais ouais, bien sûr. Enfin, il dit il les voit, il les connaît, voilà. Mais je pense pas qu'il puisse décemment se promener. Quoique. Non, pardon, je l'ai écoute, notre conversation n'a pas été assez longue pour qu'on aborde les sujets les moins importants, donc non, on n'est pas allé jusque là. Je suis désolé. Il faut vraiment qu'on l'engage. Il faut appeler le boss de Tesla si on peut pas. En fait, on tient ton remplaçant, je crois. Non, mais donc, puisque Julien, lui, il est là pour défendre l'univers Microsoft et qu'on en est. Non, mais c'était très bien. S'il avait un Windows Phone par hasard. Voilà, mais non. Puisqu'on en est évoqué Microsoft et tes anecdotes. C'est très bien Microsoft. Oui, mais ça aurait pu faire une bonne blague. Je pense qu'il aurait apprécié. À la tête de Microsoft à l'heure actuelle, il y a un certain Satya Nadella et que tu as failli interviewer au web, mais sauf qu'il n'était pas encore le patron de Microsoft. Ah oui, tu sais tout sur moi. Mais je sais tout sur toi, tu sais pas ce qui t'attend. T'es terrible. Oui, absolument. Il était patron à l'époque de, on va dire, toutes les activités de Microsoft dans le cloud. Et je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. J'ai pas fait. Enfin bon, bref,
Ça s'est pas Ce qui est fait. bien, en fait, c'est que ouais, je crois qu'on te l'a proposé, mais tu l'as pas vraiment à l'époque, tu voyais pas vraiment qui c'était, mais surtout tu pouvais pas deviner que ça allait devenir le patron de Microsoft. Si, je voyais très bien qui c'était, mais je sais plus pour quelle raison c'était pas pratique, ou c'était pas le bon jour, ou pas la bonne heure, ou pas le bon truc, ou, enfin bon, voilà. Oui, ça fait partie. Mais ça, enfin, je veux dire, de toute façon, au bout d'un certain moment, comment dire, si tu fais ce métier assez longtemps, tu vas te planter toi aussi, tu vois, Bien c'est sûr. pas, tu vas planter des trucs et tu vas dire, ah, qu'est-ce que je suis con, pourquoi je l'ai pas fait? Moi, je me souviens de mon ami Rodrigo, si je me souviens bien, il y a très longtemps. Dans une conférence, je me souviens plus laquelle, c'est peut-être le web, mais pas sûr, qui vient me voir et qui dit, qui vient me présenter. Alors évidemment, tu vois, à le web, tout ce que tu fais, c'est te faire présenter des gens, quoi. C'est vous croisez des gens qui viennent te pitcher des trucs, et là, Rodrigo me dit, dis donc, je voulais te présenter mon pote Daniel. Là, c'est un mec super. Il va lancer un super service de musique en ligne. À l'époque, je disais, ouais, musique en ligne, ça va, un de plus, un de moins, tout ça. C'était Daniel qui allait lancer Spotify. Et donc, je disais, écoute, oui, on fera ça, ouais, écoute, quand ce sera lancé, voilà. Bon, là, ça va parce que j'ai rattrapé le coup quand même quelques années après, d'ailleurs, grâce à Google, bizarrement, dans un événement de Google. Ouais, des trucs que tu rates ou je crois que c'était ou parfois des choses où tu dis non, là votre truc je pense pas que ça va marcher, non, je pense que c'est très difficile. Une fois à le web aussi, deux gars qui étaient en train de me pitcher leur application de GPS innovante. Je disais oui, enfin une application de GPS innovante, oui c'est sympa, mais non mais arrête, ce sera crowdsourcé, les gens vont renvoyer des données et tout ça, et ça va nous faire le trafic en temps réel. Je dis oui, enfin vous vous rendez compte, pour que ça marche, Les gens de chez Waze, hein. Ouais, c'est c'était Waze. Waze. Ouais, c'était Waze. Et je leur disais, non, vraiment, ça va être très très dur hein, pour que ça marche. Il va falloir que vous ayez quelques millions de clients. Vraiment, ça va être très très très. Je pense, enfin, bonne chance. Hein. En tout cas, bonne chance les gars. Mais voilà. Et donc 2 ans après, ils se sont vendus pour 1,2 milliard, 1,4 milliard. Voilà. On peut Mais pas. peut-être que c'est grâce à toi, hein, parce qu'ils ont dit, lui, il y croit pas du tout, on va y aller, quoi. Non, mais c'est, je sais plus qui. Il y a un grand capital risqueur de la Silicon Valley qui maintenant sur son site met la liste des trucs qu'il avait refusés et qui regrette évidemment. Mais au moins, il a l'honnêteté de le dire. Tu vois, c'est comme l'acteur ou le réalisateur qui dit putain j'ai refusé je sais pas quoi les bronzés, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est un mauvais exemple, mais enfin, on se comprend, c'est ça qui est important. Voilà, Non, et le type qui sur son site met voilà la liste des trucs que j'ai refusés parce qu'évidemment on me disait tiens tel truc ça marchera pas, ouais oh, c'est quoi, oh, bon c'est Tesla, ah oui je sais pas. Tesla, on va en parler dans un petit moment, mais avant, on va finir juste la petite séquence anecdote. Tu parlais de regrets. Alors là, il y a un regret que tu auras toujours, malheureusement, c'est de ne pas avoir pu Arrête. interviewer ce monsieur. Arrête. Je remercie d'ailleurs mon camarade Gilles Lounès qui m'a fait parvenir cette statuette. Je fais des gros bisous à Gilles, parce que lui aussi, tu as failli l'interviewer, ça s'est joué à peu. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il aurait juste fallu qu'il reste plus longtemps en bonne santé. Mais non, là c'est particulier parce qu'en fait l'opportunité c'était de l'interviewer pour parler de Pixar. Et parce qu'à l'époque, enfin voilà, on voulait aller voir les studios de jeux vidéo de Disney. Et donc, les gens de Disney, très bien, disaient, mais attendez, on va vous organiser ça, on va vous organiser une interview avec le patron de Disney, Bob Iger, le président de la Disney Company. Alors là, tout à coup, c'est genre, ah oui, très bien, oui, bah oui, on prend, oui. Et puis on ira voir les studios d'animation, ah mais bien sûr. Et puis on ira chez Pixar, mais bien sûr. Et puis comme ça, vous interviewez Steve Jobs. Et c'est comme, what? Come again, pardon? Ah bah oui. Et moi, je rigolais en disant non mais attendez, Steve Jobs, si vous dites, malgré toute la sympathie que vous avez pour moi, je veux dire, si vous dites Cedric England from French TV, il a peut-être autre chose à faire. Ah oui, mais vous savez, si Bob Iger, le patron de Disney, lui demande en disant voilà, on a décidé que ce serait bien, hein, il le fera hein, avec plaisir. Hein. Ah bon, très bien. Et ah mais c'est bien parce que moi j'ai plein de questions à lui poser. Oui, mais alors attention, on me disait si vous lui posez une question qui n'a rien à voir avec Pixar, si vous lui parlez d'Apple par exemple, il se lève et il s'en va. D'accord. Alors, c'est tentant parce qu'évidemment en télé, le type qui se lève en disant go fuck yourself et qui arrache son micro et qui s'en va, Pour en l'audience. télé ça marche bien. En télé ça c'est un truc tout à coup, tu vois, t'es star sur YouTube jusqu'à la fin des temps. Bon par contre, je pense que quand t'appelles Apple, voilà. Donc finalement j'ai évité ce dilemme parce que ce serait quand même été terrible d'avoir Steve Jobs en interview et de ne lui parler que de Pixar. C'est quand même voilà, c'est un peu. Bon. Je vois trop bien Cédric appeler Apple dire allô, oui, c'est fuck yourself à l'appareil.
Ouais, non, parce qu'il y a des maisons comme ça qui savent être rancunières. Oh, pas Apple, pas Apple. Non. Totalement cool, les mecs. Je parle de personne en particulier. Hein, Bah oui. enfin voilà, et donc ça ne s'est pas fait parce qu'évidemment, c'est à peu près à ce moment-là, non pas qu'il est tombé malade, mais en tout cas qu'on a appris qu'il était malade. D'accord. Et, Ouais. et donc voilà, ça n'arrivera pas. Et il a dit un jour cette phrase magnifique, seuls ceux qui sont suffisamment fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Il y en a un qui semble assez fou pour essayer d'y parvenir, c'est Elon Musk, que nous d'ailleurs beaucoup considèrent un peu comme le nouveau Steve Jobs. Alors, on va d'ailleurs démarrer l'émission maintenant quand même, au bout de 25 minutes. Donc, avec cette première partie consacrée à Elon Musk. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parmi les gens qui nous regardent, ça peut arriver. Elon Musk est un Sud-Africain qui est devenu millionnaire à 27 ans, après avoir revendu sa première boîte qui s'appelait Zip2, qui est un éditeur de logiciels qu'il a revendu à Compaq. Enfin, il n'était pas tout seul, il était avec son frère. Et ils avaient fondé ça en 1995, et avec l'argent qu'il a gagné avec cette revente, il a créé PayPal en 1998. Il s'appelait X. Comment? Il a eu la bonne idée d'appeler ça X.com. Enfin, au début, il y avait le truc qui s'appelait. ouais. Voilà, X.com. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui travaille plus de 100 heures par semaine, qui est assez dur, qui est froid, qui est très exigeant, ça rappelle quelqu'un. Je trouvais le X.com, juste pour revenir, c'était une très très bonne idée marketing, parce qu'à mon avis, je pense que beaucoup de gens se sont baladés sur ce site en pensant aller peut-être quelque part. Julien, tu vois peut-être de quoi je parle. Ouais, surtout en ce moment. Et voilà, et ils se retrouvaient sur un service de paiement, d'échange de paiement, pas mal. Voilà. Et donc c'est ce monsieur, ce capitaine d'industrie quand même, qui a la volonté de finir ses jours sur Mars. Hein, excusez du peu. Donc, non, c'était en mars. Non, c'est sur Mars. Ah, non, d'accord, très bien. Ouais, et puis, en même temps, bon, il dispose pour ça d'une fortune qui est estimée actuellement à 16 milliards de dollars. Donc ça va, c'est tranquille pour lui. Il va investir dans l'école des fanboys d'ailleurs. Ouais, s'il en a trop, je prends. Éventuellement, ouais. Bah, et puis donc, si vous voulez encore d'autres informations très intéressantes sur Elon Musk, je vous incite à parcourir sa biographie qui a été écrite par Ashley Vance aux éditions Erol, que vous trouvez aussi bien sur iBooks que sur Amazon très facilement. Donc Cédric, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer ou d'interviewer Elon Musk? Et non. Et Ça va c'était déjà pas facile avant, et ça va pas s'arranger maintenant. Oui, je Non. C'est voilà, je dirais pas que j'ai raté ma chance, mais non, enfin, et puis il faut jamais dire jamais, hein, tout peut arriver. Il a fait encore des médias français il y a un mois et demi. Bah nous il voulait venir pour l'épisode, hein. On a refusé parce que c'était toi. C'était les priorités. Qui ça Ah oui, Elon voulait passer, Elon. Ah bien sûr. Il a dit, comme ça. ah bah non, tu lui as dit, attends, c'est pas possible. Cédric a dit oui, tu comprends. Voilà, bien sûr. On a dit par souci d'objectivité, on peut faire un journaliste. Voilà. Donc non, il a fait 7 à 8 encore récemment. J'étais encore aujourd'hui au téléphone avec un confrère d'une grande chaîne hertzienne qui essayait de caler un truc là-dessus, et c'est amusant parce qu'évidemment du coup on essayait, c'est un peu comme ce que tu disais là, on se lançait dans le jeu des comparaisons en disant on cite toujours Steve Jobs quand on parle d'Elon Musk, mais en fait non, c'est pas le même animal, hein, du tout. Évidemment, il y a le même degré d'exigence, mais ça, c'est des trucs que tu retrouves partout, que tu retrouves chez un Gates, que tu retrouves chez le patron de Salesforce, partout. Mais il y a des aspects de personnalité vraiment, vraiment différents. Et le truc le plus fou, en fait, pour moi, chez Musk, hein, c'est que il a fait Zip2, qui était une petite boîte pour le truc. Hein. Il l'a vendu. Il a tout remis sur le tapis pour PayPal. PayPal a cartonné, racheté par eBay, des milliards. Il remet tout. C'est comme le joueur malade au casino qui met tout sur le rouge, il gagne et il remet tout sur le rouge, il regagne, il remet tout sur le rouge. Et là, on lui explique, tu sais que mathématiquement, tu vas tout perdre. Et oui, mais j'y crois. Et là, il a tout remis quasiment. Sur Tesla, et aujourd'hui c'est facile de dire il est trop génial, hein, mais c'était pas du tout évident que ça fonctionne. C'était pas du tout évident que ça marche. Mais Tesla, on va y revenir un peu plus tard. Moi, si tu me permets juste par rapport à la comparaison, en fait, c'est que moi la première fois que j'ai un peu entendu parler de ce personnage, j'entendais plus la comparaison avec entre guillemets Tony Stark, tu vois. Il y en a qui me parlaient plus
un comparatif avec ce personnage imaginaire d'Iron Man, là, Tony Stark, qui aime des gadgets et tout ça, plutôt que Steve Jobs. Mais je Ah, crois mais que... moi, je crois que Tony Stark est basé sur Elon Musk. Hein. Exactement. C'est sûr. Oui. Exactement. Le personnage de Tony Stark est basé sur Elon Musk. Enfin, celui du film, pas celui de la BD. Oui, oui. Tout à fait. Donc, Oui, la BD n'a pas eu le talent d'attendre Elon Musk. Ouais. Je pense que Robert Downey Jr., il n'a pas eu besoin de beaucoup de conseils. non, je pense pas. C'est un must-have, je voulais la faire. Parce que... Entre guillemets, ce qu'on va appeler l'écosystème d'Elon Musk, il y Pardon. a quelque chose qui a fait l'actualité récemment, avant de parler de Tesla, parce que plus récemment encore, on n'a rien entendu parler de SpaceX, qui a été créé en 2002 et dont le but était de créer des lanceurs de fusées qui soient moins chers que ceux qui étaient faits par la NASA. Il aime bien le X, hein. Il aime bien le... il a créé le truc, c'était X.com, je crois qu'il y a un Tesla Model X, je sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'il a donc... avec son lanceur Falcon 9, il a donc, enfin c'est pas lui, hein, c'est les gens qui sont autour de ce projet, ont quand même réussi donc à faire atterrir cette fusée sur une barge. Enfin, tu peux nous raconter l'histoire, Julien, parce que je crois que toi c'est un truc qui t'impressionne énormément. Oui, alors pas toujours. Non, pas toujours, mais Je te il rappelle, arrive quand même de temps en temps. je te rappelle Tu sais, Julien, quand on fait ça, en général, il faut acquiescer. C'est dans le, tu sais, c'est un truc comme ça, dans une émission, on acquiesce. appelle ça même une si c'est pas convention, vrai. tu vois. Voilà. C'est comme le vouvoiement à la télé. C'est ça. Oui, Oui, alors- on s'en fout. Tu le vois, c'est une question de. C'est pour Voilà. pas repousser le téléspectateur. Parce que là, tu casses l'effet, en fait. Donc là, tu dis oui, absolument. Oui, absolument. Complètement. Commence Oui. donc. Donc oui, il a réussi. Non, effectivement, l'idée, l'idée novatrice. Effectivement, c'est une fusée qui part, qui envoie le satellite et qui revient, donc réutilisable, ce qui permet une économie monstrueuse en termes de coûts, puisque je rappelle que pour le moment, pour aller dans l'espace, il y a soit la fusée qui se détruit, et c'est tout, parce que les navettes, c'est terminé, c'était un peu risqué et trop cher. Donc ça, c'est une nouvelle version qui arrive, très intéressante, et donc oui, économiquement très viable. C'est en bonne voie. Pour autant, il y a encore des ratés. Hein. Il y a une fusée qui a explosé, une fusée qui est mal atterrie sur la plateforme. Voilà. Mais bon, il a quand même, pour le coup, enfin, la performance a quand même été saluée par Barack Obama. Ça va au-delà. C'est pas tant qu'il a été salué pour l'exploit. C'est surtout que le pari il est remporté puisque la NASA a signé les contrats, que le Pentagone. C'est vers ça que je voulais. Bah oui. Le Pentagone, donc le gouvernement américain, a validé en disant que bah, c'est bon, on va pouvoir passer par vous pour des envois de satellites et autres. Donc pari totalement réussi, alors que tout le monde avait dit oui, alors t'es gentil Coco, mais bon, avant que tu y arrives, ça va prendre quelques années. Et alors je pourrais plus te dire en combien de temps il a fait, mais je pense qu'on doit être autour de 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est 5 ans. Après, je suis désolé, les amis, pour compléter tout ça, j'ai eu un appel de Disney et qui m'a rappelé que Star Wars sortait le Blu-ray, là, le nouveau Blu-ray. Donc, ils m'ont demandé un placement de produit. Donc, Falcon, ça vient justement de Star Wars, la fusée Falcon. Voilà. Donc, j'ai fait le petit placement de produit pour Disney. Je leur remercie pour le chèque. Tu as gagné un Blu-ray, bravo. Voilà. Et toi, Cédric, j'imagine que tu suis aussi ce dossier SpaceX. D'un peu plus loin que le reste, parce que, enfin, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça change entièrement toute l'économie de ce métier-là. C'est-à-dire que jusque-là, les fusées, enfin, tu vois, une fusée Ariane, c'est comme un missile Tomahawk, c'est à usage unique. Là, tout à coup, si tu peux rattraper ton lanceur, ça change entièrement et recycler les verres et ne changer que ce qui a besoin d'être changé. Ça change totalement l'économie de la mise en orbite de satellites ou d'acheminement de trucs vers la station spatiale internationale. Enfin, c'est absolument passionnant. Et là aussi, c'est une espèce de défi totalement gonflé parce que le lanceur qui réatterrit sur une barge, qui est en fait une sorte de drone barge flottante qui bouge
elle-même toute seule pour aller rattraper. Enfin, c'est un truc de fou. Allez voir les vidéos. Allez voir les vidéos sur SpaceX, c'est monstrueux. Ce qui est génial, c'est qu'il est arrivé à faire ça la même semaine que le lancement du Model 3. Donc si tu veux, le mec, en une semaine, il a niqué 2 industries, il est content. Voilà. Et d'ailleurs, qui passait en gratuit sur la TNT, c'était vraiment une semaine incroyable, quoi. Je veux dire. Ouais. Mais bon, on voulait pas non plus totalement lui voler la vedette. Je veux dire. Je comprends bien. Je lui ai laissé quelques trucs. D'ailleurs, pour un peu compléter ce que disait Cédric, c'est que effectivement, en lancement spatial, si je dis pas de bêtises, j'avais regardé, c'était 300 millions de dollars. Et lui, avec ce qu'il arrive à faire, on est tombé à 90 millions, ce qui fait une économie considérable. C'est sûr, oui. Et toi, Sébastien, ça te fait rêver un peu tout ça? Bah écoute, moi ce qui me fait rêver, ce serait d'aller sur Mars. Alors il faut qu'il se bouge. Hein. Ah bah attends, t'as encore le temps, t'es jeune. Ça reste du domaine de l'envisageable peut-être. Mais si Google nous sort l'immortalité en même temps, ce sera. On va savoir. Ça tombe bien parce que c'est à peu près le temps qu'il faudra pour y arriver, mais pour l'instant, ils ont une erreur 53, c'est bloqué un peu pour l'instant pour l'immortalité. On est pas loin, mais à l'erreur 53. Nous, on a bien eu une erreur 32 sur Hangout. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, tu vois, il y a plusieurs chiffres comme ça. Sinon, juste pour en revenir plus sérieusement au débat, faut savoir que quand même, c'était dans l'intérêt des États-Unis d'aider, enfin, de pousser Elon Musk à réussir, parce que en fait, faut savoir que les Américains et le reste du monde dépendent beaucoup des Russes, apparemment de ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que c'est très technique, mais apparemment pour rejoindre tout ce qui est les stations orbitales, il faut vraiment que c'est les Russes qui possèdent la technologie pour les aider. Et en fait, vu qu'en ce moment avec l'Ukraine, il y a eu pas mal d'embargos, enfin c'est pas des embargos, de bisbilles, disons-le. Voilà, ils se sont un petit peu frités. Donc les autres, ils leur ont dit, bah tu vois ma fusée dans l'espace, tu sais où tu peux te la, hop, tout droit. Et du coup, ben c'est vrai que c'est un intérêt que Elon Musk réussit, parce que du coup, toute l'industrie, comme le dit bien Cédric, panique. Et même de notre côté, chez nous, il y a Ariane aussi qui a commencé à dire hop, va falloir qu'on s'y mette, les mecs, il nous faudrait une levée de fonds là, il faudrait un peu de sous, parce que là, ça urge un peu. Voilà. T'es pas tout à fait sur le même marché, hein, parce que les Russes, c'est les seuls qui envoient encore des hommes. C'est-à-dire que tout ça, pour le moment, ça n'envoie pas des hommes dans l'espace. Oui, tout à fait. Mais du coup, à terme, c'est essayer de se passer des Russes, tu vois. Ouais, puis vu les tensions qu'il y a actuellement dans le monde, j'ai l'impression que chaque continent a envie de s'auto-gérer sans trop avoir à demander à l'autre. Oublie pas les Chinois. Oui, voilà. Oublie pas un autre concurrent que tu connais bien, Mathieu, c'est quand même les Chinois qui vont avoir une nouvelle station en 2022. Je dors tous les soirs avec, ils me confirment d'ailleurs. Qu'on prévu d'aller sur la Lune, avec les Chinois. Enfin bon, voilà. En tout cas, il y a un autre projet que ce monsieur a, on parle d'Elon Musk toujours, bien entendu, c'est le fameux train supersonique Hyperloop. Là, c'est juste un truc de ouf, quoi. C'est Space Mountain. L'idée, c'est vraiment, là, c'est vraiment Iron Man, quoi. C'est ça. Et là, donc, c'est un train à suspension magnétique, on va appeler ça comme ça, capable de se déplacer à 1300 km/h, c'est-à-dire 4 fois plus vite qu'un TGV. C'est même plus rapide qu'un avion de ligne, puisque la vitesse moyenne d'un avion de ligne, c'est autour de 900 km/h, donc ça fait quasiment 50% plus rapide. Ce qui permet notamment, par exemple, le jour où ce sera en place, de pouvoir faire relier New York à Los Angeles en une demi-heure. Donc, voilà, c'est pas mal. De la France, c'est-à-dire vous habitez à Lille. Los Angeles à San Francisco en une demi-heure. Oui. New York à Los Angeles en 3 heures. 3 heures, ouais. 3 heures. On sent que Teddy a arrêté de voyager aux US là, Teddy. Oui, mais non, mais c'est remettre ça à l'échelle de la France, c'est un peu comme si vous habitiez à Lille et que 1 heure après vous êtes à la plage de Nice, alors c'est particulier parce que Hyperloop, c'est pas, Hyperloop, on va dire que c'est comme quand tu vois un film ou une émission ou une adaptation, un truc où on dit sur une idée originale et là c'est ça. Hyperloop, c'est sur une idée originale d'Elon Musk, mais qui depuis le début a dit j'ai fait les croquis, j'ai imaginé le truc, tout ça, mais j'ai pas le temps là. Vous comprenez, j'ai quand même quelques fers au feu, et donc il a un peu lâché l'idée dans la nature. Et du coup, il y a 2 projets concurrents qui s'appellent tous les 2 Hyperloop. Alors, il y en a un qui s'appelle Hyperloop Industries et l'autre Hyperloop Transport, je sais pas quoi.
Il y en a un qui est un peu plus avancé que l'autre et qui a levé plus d'argent et ils veulent commencer très très vite des tests en vraie grandeur. Mais là, enfin, moi je prends pas le premier train, hein, qu'on s'entende tout de suite. Mais oui, évidemment. Enfin, moi ça me rappelle pour les gens qui prennent le train à Gare d'Austerlitz pour aller vers Poitiers, Bordeaux, etc. Pendant longtemps, sur le côté là, sur votre côté gauche, quand vous alliez vers la province, il y avait un monorail qui était un essai de monorail à la française. Vous pouvez aller sur Wikipédia, il y a plein de papiers là-dessus. Et qui était, alors je sais plus, il était propulsé comment lui? C'était magnétique? C'était magnétique. Ou c'était un réacteur? C'était purement d'accord. Et qu'on appelait l'aérotrain, je crois, ou quelque chose de ce genre. Et voilà, ils en sont à peu près à ce moment. Hyperloop en est à peu près là. Ils vont commencer à déployer des petits tronçons pour essayer de voir, parce que pour l'instant, ils sont surtout sur des essais théoriques pour voir est-ce que vraiment ça peut marcher. C'est-à-dire que là, le train à haute vitesse aux États-Unis, c'est un dossier vieux comme le train à haute vitesse et ça marche pas, ça veut pas. Les États-Unis, c'est un pays où il y a de la bagnole et de l'avion et où on fait pas du voyage de centre-ville à centre-ville. Mais là, oui, ça pourrait vraiment changer les choses. Moi, ça me rappelle un peu, tu sais, dans les salles de classe. Je sais pas si vous vous souvenez, les mecs qui prenaient leur effaceur et qui appuyaient, pouf, et ça faisait tirer un truc en l'air. Non? Non, bon, ok. Bon. Si. Moi, je vois pas, mais bon. Mais des fois, ça veut pas, hein, ça veut pas. Nous, on a inventé la Suisse, nous, on peut tout faire à pied. Tellement Ouais, pareil au Portugal, c'est vrai, c'est drôle, c'est marrant. F16, tu traverses le pays en 7 minutes. Les premiers d'expérimentation, donc ils sont déjà arrivés dans le désert du Nevada, où la société d'Elon Musk a fait l'acquisition juste de 200 000 mètres carrés de terrain. Voilà, c'est le Portugal. 3 km. Et Elon Musk vraisemblablement aimerait quand même qu'il y ait une version commerciale d'Hyperloop à l'horizon 2020, c'est-à-dire en 4 ans. Donc ça me paraît quand même un peu... Non, ça me paraît tout fou. Hein. C'est-à-dire que... Oui. Parce que le problème quand tu fais un train, le problème n'est pas enfin si, le problème va être la technologie. Après, il va y avoir une question d'économie et d'économie d'échelle. Et puis après, il faut des terrains. Sauf à faire tout en tunnel. Mais alors, le tunnel, ne serait-ce que San Francisco, Los Angeles, on n'y est pas quand même. Hein. Non. Même si les terrains sont de moins en moins chers, parce qu'avec la sécheresse, tous les terrains agricoles qui traversent la Californie, et dès que t'es plus sur la côte, vont plus valoir tripette, mais quand même, enfin, tu vois, t'as un peu d'ingénierie. Enfin, je vois pas comment tu as, sauf sur une très courte distance, un service commercialement viable d'ici à 2020. Ça paraît fou. Oui, là pour le coup, moi ça me paraît prématuré. Ceci étant, peut-être qu'il va pouvoir bénéficier de l'aide du gouvernement américain, parce que récemment, parce qu'il faut savoir qu'au départ, le projet Hyperloop était basé sur des capitaux privés uniquement, mais que récemment, donc Anthony Fox, qui est le secrétaire d'État au transport américain, a indiqué que visiblement, il était impressionné quand il s'est rendu sur place pour voir au Nevada ses premiers tubes et le projet vraiment de manière plus concrète, et il a indiqué que donc le gouvernement américain pourrait participer au financement d'une partie de ce projet, donc ça sera à voir. Ouais. En gros, soit c'est Hypermarche ou Hyperloop. On verra bien. Jolie celle-là. En tout cas, le premier Hyperloop qui pourrait y avoir en Europe, ce serait en Slovaquie, un pays qui a une longue histoire avec le monde du rail, puisque c'est en Slovaquie qu'on a trouvé les premières lignes de voies ferrées électriques. Ce rail-là, pardon. Et donc, un projet Hyperloop là-bas, ça se manifesterait de la manière suivante, c'est qu'on pourrait relier Bratislava, donc la capitale de la Slovaquie, à Vienne, la capitale de Bratislava, ou alors Bratislava, toujours, à Budapest, donc la capitale de la Hongrie, en 10 minutes. Enfin, ça veut dire quand même que, en admettant que tout ça un jour arrive, ça modifie complètement le rapport qu'on a à la distance et au temps, quoi, finalement. Donc, là, en fait, Teddy, tu me rappelles juste qu'on parle d'un projet où on met des gens dans un wagon qui part à 1200 km/h dans un tuyau complètement fermé, c'est ça? D'accord, ça je le ferai à Disney. Après, en train, on en reparle. Le principe, voilà. Ouais, voilà. Psychologiquement, il y a quand même une petite barrière pour moi, mais bon, après... Tu sais, c'est le futur, ça, on verra. Hein. Il y a plein de choses, comme je te disais tout à l'heure en préparant l'émission. Oui, c'est vrai. Avant l'arrivée du TGV ou avant l'arrivée du Concorde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient jamais imaginé monter dedans. Hein, donc, t'as pas fait ça comme ça, t'as dit. Oui, mon beau monsieur, mais avant, quand il y avait l'avion, hein, ils avaient des chocottes. Enfin,
Il n'y a plus de concurrence. Maintenant, Ryanair, EasyJet, et on va même peut-être voyager debout maintenant. Hein. C'est vrai. Oui, t'imagines. Ils vont faire les premiers tests avec la VR. En tout cas, c'est bien parce que là, Mathieu vient de m'offrir une transition de rêve parce qu'il y a un autre projet sur lequel. Alors là, pour l'instant, c'est juste l'idée, c'est pas encore concret, mais sur lequel pourrait travailler Elon Musk. Enfin, il serait intéressé éventuellement pour faire un avion électrique à décollement vertical. Rien que ça. Hein, vous voyez où il est perché quand même, ce bonhomme. Et Le mec, donc, il se réveille tous les matins, il a une nouvelle idée, tu vois. voilà. C'est Donc, Sarkozy, c'est en se rasant. il a abordé ce sujet avec beaucoup de sérieux en déclarant: je réfléchis au décollage et à l'atterrissage vertical, ce qu'on appelle le VTOL, d'un avion électrique depuis un moment. Je pense qu'on n'est plus très loin d'une solution là-dessus. Je suis assez tenté de lancer quelque chose. Donc, voilà. Et, Il y a déjà un drone qui fait ça, non? Dernièrement. alors, je vais surtout te parler de Solar Impulse, qui est un projet à la tête duquel il y a quelqu'un que tu connais sans doute, puisque c'est une star dans ton pays. En Suisse, c'est Bertrand Piccard. Donc Bertrand Piccard, faut rappeler que c'est le premier homme à avoir fait le tour du monde en ballon. Et celui qui détient tous les magasins, d'ailleurs. Pardon. Et qui conduit l'Enterprise. C'est ça. C'est le neveu de Jean-Luc. Est-ce que qui vis en Suisse, est-ce que tu suis ce dossier un peu de Solar Impulse, qui est l'avion solaire qui a démarré un tour du monde il y a déjà quelques mois et pour l'instant qui s'en sort très bien. Oui, il s'en sort très bien. Mais c'est déjà la version 2 hein, Ouais, c'est ça. du projet. Mais écoute, moi je trouve très bien comme projet, mais faut quand même se dire que pour faire voler cet avion, c'est comme si tu faisais le tour du monde dans un avion de ligne avec 200 personnes, tu vois, au niveau de l'énergie que tu vas déployer pour le projet, quoi. Donc, c'est un Sauf truc que là, c'est écologique. une personne, c'est ça? Voilà, là, c'est juste une personne. Ils sont pas deux? Ils sont deux sur le projet, mais il y en a qu'un à la fois dans l'avion. Il n'y a qu'un seul pilote, c'est L'autre, je comment n'ai il plus s'appelle André Brosberg. C'est C'est un Suisse aussi. Donc moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est, même si je suis suisse, hein, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que il y a on pollue quoi pour créer un truc. Alors oui, c'est un message, c'est pour faire passer de l'écologie et tout, mais je trouve que c'est un petit peu dommage et voilà quoi. On est encore loin d'avoir des panneaux solaires avec le noir absolu, mais voilà. Mais toi, Sébastien, bon, c'est pas un secret, en même temps, tout le monde le sait, que tu es chef cuisinier dans un restaurant. Ce restaurant, il est situé dans le parc technologique de Yverdon en Suisse. Et dans ce parc technologique de Yverdon en Suisse, il y a également un projet où là, c'est en fait un bateau qui tourne à l'électricité, qui se recharge et avec de manière solaire, pardon. Et tu voulais nous en dire deux mots sur ce projet, puisque tu connais, vu que tu l'as, voilà. Je l'ai là en photo, là. Vous le voyez? Ah putain, j'ai cru que t'étais en train de regarder, j'ai dit putain, où est-ce que je l'ai garé? Vous le voyez là? Ouais. Donc il est recouvert de panneaux solaires et il a réussi à faire le tour du monde. Ouais, il s'appelle Planète Solar, c'est ça? Planète Solar, ouais. Mhm. Donc lui, il a réussi son tour du monde qu'il a commencé en 2010. Et il est parti de Monaco, il a réussi à retourner à Monaco, même s'ils ont eu pas mal de pannes et tout en route. Oui, puis Mais- ça a pris un certain temps, puisqu'il se déplace à 14 nœuds de vitesse maximale, ça fait 26 km/h, donc bon, Voilà, ouais. c'est la vie. Mais Faut y aller 100%, doucement. 100% énergie voltaïque. Voilà, c'est ça qui est quand même C'est ça vachement qui est bien. ça qui est assez dingue. Et celui qui l'a créé, Raphaël Damjan, maintenant il a créé une association pour justement essayer de mettre en place des bateaux comme ça pour le grand public. Mais c'est Alors, pas c'est évident. un petit reportage là-bas pour plein écran. Tu viens quand tu veux, tu peux venir dormir à la maison. Ça tombe bien. Premier jour, manger à son restaurant, je peux premier t'assurer. soir fondu. Et je peux t'assurer qu'il fait super bien manger, hein, donc, C'est vrai, il fait le steak haché comme personne. Non, on mange remarquablement bien hein, dans ce restaurant. Mais c'est vrai que juste avant de partir sur Tesla, en revenir un tout petit peu là sur dire un mot sur ce projet d'avion électrique, parce que je sais qu'on a une passion en commune, toi et moi, c'est l'aéronautique. Donc je me dis que quelque part, c'est sans doute quelque chose qui t'intéresse aussi. Moi, c'est uniquement en tant qu'utilisateur. Non, mais c'est vrai. J'ai eu le fantasme il y a longtemps et pendant longtemps de dire ouais, je vais passer mon brevet de pilote, etc.
Et finalement, ouais, mais pour ça se finance, mais Ouais. Non, mais c'est les heures. T'es Oui. obligé. Voilà, c'est ça qui est galère. c'est beaucoup de temps, donc je me contenterai d'aller faire des tours dans les avions des autres. Euh, Mais ouais, bien sûr. L'idée de l'avion électrique, elle est hyper séduisante. Mais faut pas oublier que c'est des choses qui accompagnent les mutations dans nos consommations d'énergie et que, enfin, l'investissement est massif et là, c'est là où on va reboucler sur Tesla, c'est que tout ça n'explosera qu'avec l'avancée des batteries, en fait. Tout à fait. Mais juste. Enfin, explosera est un très mauvais mot, mais Ouais, c'était mais peut-être voilà. Et juste pour conclure sur ce sujet sur l'aéronautique, quand je dis que tu es un petit peu passionné d'aéronautique, c'est-à-dire que c'est quand même à cause de toi que j'ai installé sur mon téléphone Flight Radar 24 pour savoir Oui. où vient, où part et où va l'avion qui est au-dessus de moi en ce moment. Enfin, bref. Encore un coup de cœur. Alors, Le cœur de Cédric, c'est toujours des grands moments. D'ailleurs, juste parce que je trouvais que c'était une bonne transition. Avant vraiment juste de parler de Tesla, il faut savoir qu'il travaille aussi sur un autre projet parce qu'il n'arrête pas. Oui. C'était celui avec de démocratiser les panneaux solaires et d'y associer une batterie ultra design dans les maisons pour améliorer tout ça, la consommation et l'énergie renouvelable. Ils font partie de ces deux axes. Hein. J'ai vu cette semaine que EDF communique sur un projet dont j'ai oublié le nom et qui ressemble en fait à une sorte de tournesol en panneau solaire qui se déploie et qui suit le soleil, mais directement dans votre jardin, parce qu'évidemment le problème jusque-là du panneau solaire, c'est quand même l'installer sur son toit, enfin voilà. Là, ça se pose, alors c'est quand même une grosse structure, c'est comme les gens qui avaient une très grosse antenne satellite dans le jardin il y a très longtemps, parce que ça fait quand même 5 mètres de diamètre. Mais ça suffit à alimenter une maison normale. Le seul problème pour l'instant, c'est le prix. J'ai pas vu le prix exact, mais c'était aux alentours, je crois, de 20 000 euros. Ce qui, tu le lisses sur ta consommation d'énergie, tu te dis bon, ce sera donc rentable dans 12 ans. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais voilà, à suivre, parce qu'évidemment, si tout à coup c'est plus 20 000 mais 10 000, et si c'est plus 10 000 mais 5 000, là tout à coup l'économie du truc, et puis c'est chouette parce que ça permet de faire des maisons là où il n'y a pas de réseau électrique. Bon, après se pose la question de ta connexion à Internet, hein, bêtement. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont à suivre. Et oui, de fait, Musk, il y croit dur comme fer. Mais là, ça marche main dans la main dans le reste de sa conception de la voiture électrique, de la voiture électrique, de la voiture autonome, et puis même des maisons autonomes avec la batterie que tu peux installer chez toi pour stocker l'énergie, parce que c'est le deuxième problème, une fois que tu produis ton électricité tout seul. Oui, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. On a parlé il nous reste plein de trucs à voir. Allons-y. Avançons. T'es pas couché, Cédric. On a abordé c'est une autre émission, ça. Le transport aérien, le ferroviaire d'une certaine manière avec Hyperloop, même le maritime avec Sébastien là, qui nous parlait de son projet de bateau électrique. On va revenir un petit peu sur Terre et parce que finalement le moyen de déplacement de locomotion qu'on utilise le plus, ça reste l'automobile. Et c'est là qu'on va en venir à Tesla, cette société mise au point par Elon Musk en 2003, et donc avec un modèle qui s'appelait le Roadster à l'époque, dont les ventes ont été assez confidentielles, mais en fait c'était déjà ça, hein, au départ, c'était de lancer une voiture qui soit 100% électrique. Donc en 2012, ils ont lancé la modèle S avec une autonomie annoncée qui était de 450 km, finalement c'est un petit peu moins de 400 quand même. Mais avant ça, en 2007, ils avaient d'ailleurs il avait tenté de débaucher Tony Fadell, qui était encore chez Apple à l'époque, qui est le papa de l'iPod. Pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on va voir, dans cette deuxième partie là qui va être consacrée à Tesla, il y aura pas mal de parallèles qui vont être faits entre Tesla et Apple, vous verrez. Et donc là, et plus récemment, ils ont sorti le modèle X. Enfin, pour l'instant, ils ont un petit peu de difficulté à le produire, visiblement. Et surtout, le 1er avril dernier, Tesla a créé l'événement en lançant la modèle 3. Raconte-nous tout ça, Cédric, puisque tu fais partie de ceux qui ont donc signé un chèque de 1000 euros pour être un des premiers acquéreurs.
Ouais, et puis moi je fais partie des fous, c'est-à-dire des malades, des fondus, des mecs qui sont allés signer, qui sont allés dire tenez, monsieur, voilà, prenez ma carte de crédit. Oui, oui, prenez 1000 euros, ça me fait plaisir. Je n'ai jamais vu la voiture, je sais pas à quoi elle ressemble, mais j'en veux. Je vais la prendre parce que voilà, c'est parce que Elon a dit elle sera très bien, donc je vais la prendre maintenant. Et oui, parce qu'ils ont ouvert les réservations. En fait, tu pouvais aller dans les concessions avant même la conférence de presse où ils allaient enfin dévoiler la voiture, parce que la Model 3, c'est le troisième étage de la fusée Tesla. Tu le disais, le Roadster, c'était juste, le Roadster, il était là pour prouver aux gens qu'on pouvait faire une voiture électrique qui donne envie. Ça, c'était juste ça. Le Model S, c'était arrivé à prouver qu'on pouvait faire un modèle de série qui donne gravement envie, même à y chatouiller la concurrence sur des segments de prix équivalents. Donc évidemment, il fallait commencer par des voitures assez chères. C'est pour ça que le Model S, je crois que le premier prix chez nous, c'est 72 000 euros. Mais sans les options, vous n'irez pas loin. Donc le modèle de base sans options, c'est bien, mais bon. C'est comme chez Apple, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ouais, 16 gigas. C'est le 16 gigas, vous n'irez jamais loin. C'est l'iPhone 16 Go. Ah ouais. Bah c'est un iPhone, monsieur, il est super. Ouais, mais 16 Go. Ah mais c'est pas grave, regardez, j'en ai 2 autres. Ah bah sinon que tu as des options chez Tesla, c'est pas. Tu vois, c'est pas. Ok, j'ai mis 100 euros de plus. Non, c'est un peu plus. Un petit peu plus. Donc voilà, en fait, la Model S, le vrai prix de vente, je sais pas quel est le prix moyen des modèles qui vendent, mais ça doit être aux alentours de 80-90 000 euros facile. Et tu peux aller jusqu'à 100-130 000 avec toutes les options. 100 ou 120 000. Mais le troisième étage, c'était ça, c'est de dire, bon, bah maintenant qu'on a fait tout ça, il faut faire un vrai modèle mass market, une berline familiale, qui là aussi doit donner envie. Vraiment, c'est pas juste un truc utilitaire, il faut que ce soit une chouette voiture, il faut que ce soit un truc que tu as envie de conduire ou de pas conduire quand elle se conduit toute seule. Donc toi, t'avais déjà signé le chèque avant même d'avoir vu, quoi. Ouais. Heureusement qu'ils t'ont pas sorti une Autolib, hein, parce que. Ouais, ou un truc qui ressemble à la Zoé, tu vois. Oh, elle est belle. Tu donnes 1000 euros, mais pas plus. Non. On savait à peu près qu'elle ressemblerait, enfin, il y aurait une sorte de lien de parenté avec le Model S, qu'elle serait un peu plus courte, évidemment, et on avait déjà une idée assez précise du prix de base aux alentours de 35 000 $. Donc voilà. Mais de fait, elle est magnifique, hein, en plus. Elle est, ouais, moi je la trouve assez chouette, le toit en verre là. Est c'est ça, il en jette. Gorilla Glass 4, hein, Ah, donc tu ne le rayes pas, mais si tu fais un tonneau. Et puis, bah alors là aussi, attention, hein, parce qu'on parle du prix de base, là aussi, avec les options, je pense que ça va piquer. C'est-à-dire que le prix de base, en fait, c'est à 35 000 $, mais le prix moyen, finalement, de gens qui vont l'acquérir, il se situera plutôt autour de 40-42 000 $, finalement. C'est ça. Et encore, ça va, je trouve qu'on reste dans une... Oui, ça reste, sachant qu'en plus, j'avais un peu peur que ce soit le prix, que ce soit le côté, tu vois, iPhone 8 Go, tu vois. En plus, en base, c'est 35 000. La voiture que tu veux, en fait, c'est plutôt 50 000. De l'aide gouvernementale c'est combien, 10 000 euros, je crois, en plus en France. Alors, ça dépend dans quelles conditions, mais si t'es au taquet et que t'es comme moi, tu as donc rempli ton bon de commande. Et maintenant, tu vas aller sur le Bon Coin, acheter une BX19 de 1997. Break ou pas, hein, c'est pas très important. Il en a plein là, sur ces chantiers là-bas. Les BX Break, si tu veux, pour transporter les moellons, c'est pratique. C'est vrai. Voilà. Et ça, je suis allé voir, hein, tu peux acheter ça pour. Ça va chercher quand même dans les 120 euros. Hein. Avec le contrôle technique. Ah bah oui, de toute façon, on peut pas te la vendre sans contrôle technique, sinon c'est pas sérieux. Et ce qui va le seul truc qui va te coûter un peu, c'est la carte grise, quoique vu l'âge de la voiture, je ne sais pas. Et l'assurance, et puis juste l'essence, enfin le diesel. C'est important que ce soit un diesel pour l'emmener dans un champ à côté de chez toi. Où elle attendra sagement que tu signes le bon de commande final de ta Tesla. Et là, tout à coup, il y a des entreprises spécialisées qui gratuitement vont venir la chercher, l'emmener à la casse et te délivrer ton certificat de destruction. Et ce petit bout de papier vaut 10 000 euros de réduction que tu peux remettre directement chez Tesla. Tu n'as même pas besoin d'avancer les 10 000 euros. Tu leur donnes le papier, ils retirent 10 000 euros du prix de la voiture. Vive la République. Moi, je dis vive la France. Mais vive la France.
On rigole, mais c'est une réduction moindre de celle à laquelle peuvent prétendre pas mal d'Américains dans le Colorado, en Californie, etc. Parce que chez eux, il y a un incentive fédéral, il y a un incentive de l'État. Ils peuvent arriver jusqu'à 12 ou 13 000 $ de réduction. Je pense que ça aussi, Musk y a pensé. Le problème, c'est que la réduction ne s'applique qu'aux 200 000 premiers. Véhicules, tout confondu. Ceux qui ont fait la queue avant la conférence de presse, je pense c'est justement là où j'allais arriver. Sont encore du bon côté de la barrière. Ceux qui passent commande maintenant, ceux qui passent commande maintenant, ils ont plusieurs problèmes. Le premier, c'est que je pense qu'ils seront livrés en 2022. Vu les capacités de production de l'usine aujourd'hui, Musk dit notre usine, celle qui est à Fremont en Californie, qui est gigantesque, hein, quand tu passes à côté sur la freeway, c'est impressionnant. Elle sera à pleine capacité, c'est-à-dire à 500 000 véhicules par an en 2020. Alors c'est bien, mais pour l'instant, il a quoi, 400 000 commandes. C'est ça. Il faut imaginer que Tesla, dans ses 13 ans de vie, mais enfin, c'est pas vraiment 13 ans de vie commerciale, a livré en tout, en gros, 100 000 véhicules. C'est ça. Et là, c'est-à-dire, c'est moins que le nombre de précommandes qu'il a fait le premier jour. Exactement. Donc, forcément, il y a un petit problème d'échelle. Et puis, il y a la question de savoir combien ils avaient prévu d'avoir de précommandes. Parce qu'évidemment, ils avaient déjà des idées sur, OK, en gros, on devrait faire tant, donc ça veut dire qu'en temps en plan de production à faire ça. Je pense qu'ils devaient imaginer avoir 100 à 150 000 commandes dans l'année, là. Mais là, ils sont un jour, quoi, finalement. Ils ont eu 300 000 dans la semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de la première semaine, ils étaient à 325 000 réservations. C'est ça. Ils ont immédiatement, donc, du coup, mis 325 millions de dollars de cash dans leur caisse. Ouais, mais ça, c'est pas grand-chose. Ça, c'est pas. Non, mais c'est plutôt une bonne stratégie, pas... parce que plutôt que d'aller les emprunter à la banque ou de faire appel à des investisseurs, là, c'est du net, quoi. Donc, c'est pas... Ouais, alors, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, il a fait un Kickstarter. Non. Alors, je vous rappelle le principe de Kickstarter. Le principe de Kickstarter, c'est on montre le truc d'abord, et puis les gens envoient tout l'argent tout de suite, alors à un prix discounté. Et donc là, en l'occurrence, ça aurait été, oh, elle est géniale, je l'achète. Et là, on aurait dit, pour vous, monsieur, c'est uniquement 29 000 $. Donc là, on aurait tous envoyé 29 000 $, et après, on aurait attendu pendant 5 ans. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça marche avec les trucs que moi j'achète sur Kickstarter. Hein. Oui, quand tu les reçois d'ailleurs, parce que rien. Si, il y a un truc qu'on vient de m'envoyer là. Bon, c'était un truc qu'on m'avait promis pour Noël dernier, c'était pour les enfants. Mais bon. Donc voilà, mais c'est le seul. Hein. J'ai toujours pas reçu ma Pebble, moi. J'attends encore. Mais quand même, oui, ça veut dire que les 300 millions là, ça va pas changer sa vie. Ce qui change sa vie, c'est que tout à coup, évidemment, c'est pas que 300 millions, c'est la promesse on est au-delà de, je crois, 15 milliards de dollars de ventes éventuelles. Oui, parce qu'une moyenne de 42 000 $, comme je disais. Ouais, la règle de 3 est pas compliquée. Et ça veut dire quand même que maintenant, quand il va aller voir ses financiers habituels, voire même son banquier, forcément, c'est non, monsieur Musk, asseyez-vous, un petit café, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, tout à coup, ça lui donne une force de négociation s'il a besoin de financer des choses. Et il va avoir besoin de financer énormément de choses parce que il y a la production telle qu'elle était prévue jusque-là, mais je pense que là, tout à coup, ils sont en train de comprendre que on est en train de changer d'échelle et qu'il va leur falloir directement d'autres usines ailleurs dans le monde, qui étaient des choses qui, à mon avis, étaient déjà prévues. Ségolène. Elle est géniale. Moi, je l'adore parce que moi, toute ma famille vient des Deux-Sèvres, donc je peux pas dire de mal de Ségolène. Voilà. Mon grand-père est né à Mel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, forcément, Ségolène qui dit c'est une super, parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Hein. Oui, mais elle a réellement contacté, hein, pour le coup. Non, puis Elon Musk qui est venu à Paris récemment. Et je sais pas qui l'a rencontré, qui lui a dit mais vous savez l'Alsace c'est super. Oui. Et de fait l'Alsace c'est super. Oui. Regardez c'est super central, c'est le nombre de gens qui disent le centre de l'Europe il est ici. Alors bon personne n'est exactement d'accord mais l'Alsace ça le fait comme centre de l'Europe, super infrastructure à côté de l'Allemagne super. Et là dans une après il y a une vidéo où il parlait à des possesseurs de Tesla et il dit ouais on va peut-être même ouvrir de nouvelles usines. Là on m'a parlé de l'Alsace, ça a l'air super.
Ah oui. Et tu peux retrouver la vidéo sur YouTube. Il y a des gens de la région Alsace qui ont fait un super clip où il y a un type dans sa Tesla qui sort et qui visualise la future usine, etc. Bon, alors après, c'est devenu Ségolène Royal qui a dit, bah oui, justement, vu qu'il faut qu'on arrive à démonter Fessenheim, qui est quand même la plus vieille centrale nucléaire en France, ce serait bien que Tesla reprenne la centrale pour en faire une usine. Alors, Ségolène, viens, il faut qu'on t'explique un truc. Tu as des gens extrêmement bien documentés, très, très compétents sur le nucléaire autour de toi, à qui il faut que tu reposes la question, ça prend combien de temps le démantèlement d'une centrale civile Ils n'ont pas fini en Bretagne. C'est ça, on va dire que c'est 10 à 20 ans, hein, en vrai. Je pense pas que Elon puisse attendre 10 à 20 ans. Ni toi d'ailleurs. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Car il faut qu'il livre ma Model 3, à moi, tu vois, pour laquelle j'ai déjà un numéro de série, mais c'est tout. Tu sais que la toute première qui sera livrée en France, elle le sera à mon ami Elie Bitbol, mon camarade de iWeek No Watch TV, et qui est le président du club Tesla France, auquel toi et moi on appartient d'ailleurs. Et donc, je sais pas, le premier livré en France. C'était sûr que c'est pas de la flambe, parce qu'il arrête pas de dire ouais, moi je suis le premier. Connaissant le garçon, je peux t'assurer. C'est réellement. Écoute, il me fera faire un tour en attendant que la il fera peut-être faire un tour en Model S avant, puisqu'il en a une belle. Oui, mais ça va. Quand tu l'as essayé pour LCI, mais je n'étais pas sur Paris à ce moment-là, je me l'ai proposé, c'était gentil d'ailleurs. Mais je pense que ça. En fait, je l'ai essayé 2 fois. Une fois l'année dernière. Et parce que Tesla me l'avait proposé, et là plus récemment parce que justement on faisait un sujet sur l'autopilot, c'est, si tu veux, une fois que c'est fini et que je remonte dans ma Passat diesel, ça pique quoi. Mais tu parlais un instant de l'autopilote. Ce qui est, donc on peut faire une analogie entre, justement, on disait tout à l'heure l'iPhone et les Tesla. D'ailleurs, Ellie justement dit souvent que la Tesla est une iPhone avec 4 roues. Avec une vraie batterie aussi. Ouais, mais donc en fait, l'analogie va jusque même dans les achats in-app, puisqu'on peut considérer finalement que l'autopilote est un achat in-app, puisque en fait, vous pouvez l'essayer pendant 1 mois, et si vous voulez garder l'autopilote, il vous faut débourser 2800 € si vous le faites à l'achat, et sinon, si c'est pas à l'achat, c'est même après, c'est 3400 €. Donc, alors, il faut quand même que tu aies le hardware pour le faire sur la Model S. Il faut avoir le hardware nécessaire, ce qui n'était pas le cas de toutes les Model S. On a appris au lancement que ce serait le cas sur toutes les Model 3. Voilà. Et du coup, on a tous conclu un peu rapidement que l'autopilot serait compris dans le prix et gratuit. Et on s'est un tout petit peu fourvoyé parce que l'autopilot, les fonctions logicielles de l'autopilot telles qu'on les connaît, et qui, entre nous soit dit, il y a une telle différence, c'est un truc extraordinaire. Va chercher sur YouTube la vidéo de ce monsieur qui a mis sa maman de 90 ans au volant de sa Tesla en disant c'est bon, tu touches à rien, et elle passe son temps à hurler en disant ah la voiture. Mais pour moi c'est inimaginable d'avoir une Tesla qui n'a pas l'autopilot. C'est inimaginable, ça n'aurait pas de sens. Donc ça va me coûter 2500 balles, donc ça c'est mais je vais essayer de tester ça en rendant une petite visite à mon camarade Elie un de ces jours. Ah ouais, ça c'est remarquable. Mais ce que je veux dire sur l'autopilot, c'est que il y a un avant-après. C'est-à-dire que une fois que tu l'as essayé, si tu passes un temps soit peu de temps sur une autoroute ou même sur le périphérique parisien, tu ne peux pas imaginer ne pas l'avoir. Je pense que c'est comme l'automatique et la manuelle. Ouais, c'est ça. C'est de cet ordre-là. Non, enfin, j'ai plutôt envie de dire que c'est la télé couleur face à la télé noir et blanc. Moi, je rigole en disant que j'ai signé mon bon de commande. Bon, ça va, 1000 €, j'y arrivais. Le reste, on verra. Mais ce qui est bien, c'est qu'évidemment, vu que j'aurais pas cette voiture avant, à mon avis, 2 ans, ça me laisse le temps de réfléchir à comment je vais financer le reste. Et là, tout à coup, je commence à voir la liste des options en disant ah si, ça c'est. Alors, on n'a pas les prix des options. Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, le bon de commande, c'est vous voulez un modèle 3 et puis après, on se rappelle. On se parlera de la couleur, du machin, des jantes, de trucs et des équipements parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose de cette voiture. Celle qu'ils ont montrée à la conférence.
étaient réduites à leur plus simple expression, avec une grande tablette au milieu, mais qui ressemblait plus à une tablette normale. On croit savoir que c'est LG qui l'a fait, et avec pas de tableau de bord. Alors maintenant, on commence à comprendre que pas de tableau de bord, ça veut dire qu'il y aura probablement une projection, c'est-à-dire un heads-up, un affichage vue haute. Elon Musk a prometté une expérience digne d'un vaisseau spatial. Donc, voilà. Et tout ça sans drogue. Hein. Tout ça, voilà. Et là, tu te mets un petit peu à le détester parce que c'est genre, non mais arrête quoi. Ouais, c'est ça. Arrête de parler, sans déconner. C'est bon. Ah bah quand tu l'as commandé, oui, tu imagines. C'est ça, livre maintenant, d'accord? Maintenant, tu arrêtes de parler, tu livres. Écoute-moi, tu vas me la livrer. J'ai un compte Amazon Premium. Tu vas me la livrer en 24 heures. Alors, en tout cas, je faisais cette analogie avec l'iPhone, donc avec des achats in-app, avec donc la possibilité de mettre à jour sa voiture, hein, puisque l'autopilot est arrivé par une mise à jour sur certains modèles. Et l'autre parallèle qu'on peut faire avec Apple, c'est que le 1er avril dernier, c'est pas un poisson d'avril, c'est bien la réalité. Quand cette Model 3 a été présentée, il y avait des files d'attente impressionnantes devant les concessions Tesla. Comme on a pu voir des files d'attente devant les Apple Store au moment des lancements des iPhones, par exemple. Ouais, sinon que là, les gens n'avaient pas vu la voiture avant d'aller faire la queue devant des concessions pas ouvertes. Hein. Il y a des gens qui ont essayé de compter concession par concession aux États-Unis et au Canada, et c'est 25 000 personnes qui faisaient la queue avant l'ouverture des concessions. 25 000 personnes. Enfin, t'imagines, on est chez les fous, là. C'est clair. Donc, pour situer un petit peu cette voiture, je vais résumer brièvement parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui nous regardent et qui ne savent pas du tout de quelle voiture on est en train de parler et pourquoi on en parle surtout. Alors, c'est une voiture donc électrique qui a une autonomie de 350 km. Alors, sachant que pour la Nissan Leaf, c'est 200 km, pour une BMW i3, c'est 160 km et pour une Chevrolet Volt, c'est 85 km. Donc, ça vous montre quand même un petit peu. Et pour une Toyota Auris hybride, c'est 2 km. Non, on va y venir tout de suite après. Non, attends, la Volt, c'est là tu parles en électrique, mais après elle peut marcher. Oui, je compare une voiture électrique et une voiture électrique. Non, mais la Volt, elle est pas électrique. Non, mais moi je te parle des autonomies en mode électrique, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon, oui, tu prends une Passat diesel. Ça change ta vie sur autoroute quand tu peux pas recharger ta voiture électrique, et ça, on va en parler après. Vous battez pas, sinon vous allez chez Watt, vous faites le garage, hein, les mecs. Ah, attention, là, on se bagarre pas, là. Oh. Parce que là, on parle donc d'une voiture quand même qui a une accélération qui permet de faire le 0 à 100 en 6 secondes. Donc c'est l'équivalent d'une McLaren F1, juste ça, je dis ça comme ça. Et l'intérêt de ce type de voiture aussi, c'est parce que là, personne ne peut le contester, c'est le coût d'utilisation, parce qu'elle revient à peu près à 1 euro pour 100 km, ce qui est à dire 5 à 10 fois moins cher qu'une voiture à essence ou une voiture diesel. Coûte beaucoup moins cher en entretien parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, donc il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie de distribution à changer, il n'y a pas de bougie. Ça coûte 25% moins cher à entretenir qu'une essence et 50% moins cher qu'une diesel. Et cette voiture, vous pouvez donc la recharger via les superchargeurs que Tesla est en train d'implanter un peu partout dans le monde. Il y en aura 7500 d'ici à ce que la Model 3 soit commercialisée. Et que quand vous allez remettre en charge votre voiture sur ces superchargeurs, ça vous coûte 0. Et voilà, c'est pas comme quand vous faites le plein de votre voiture avec de l'essence ou du gasoil. Non, là, vous avez juste à brancher et puis vous attendez un petit peu, puis c'est reparti. Donc, à l'usage, en plus de ça, c'est quand même vachement intéressant. Oui, intéressant pour les gens qui ne font pas des grands trajets, parce que même avec les super... L'immense majorité des gens, Julien. Crois-moi, dans 90% des trajets, c'est des petits trajets, donc ça suffira largement. Puis les superchargeurs, ils sont indiqués par la voiture quand elle arrive à un certain niveau de batterie, non? Oui. Mais même pas ça, c'est-à-dire qu'en fait tu rentres ton itinéraire dans le GPS et il te dit tu veux aller là. Alors là, vu l'autonomie que tu as maintenant, il faudra passer par tel et tel chargeur, par exemple. Ok. Et c'est combien de temps la supercharge? Tu retrouves 80% d'autonomie en 40 minutes. Voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Ouais, on va en bouffer des sandwichs. Ils font mieux chez Qualcomm avec leur Quick Charge 3.0, les mecs. Voilà. Pour le coup, ça permet quand même, au bout de. Si tu fais 350 km, tu peux faire 40 minutes de pause. Je pense que c'est. Ouais, écoute, moi, je vais précommander ma Mirai. Après, chacun. Oui, la voiture dont personne ne parle, c'est vrai. Donc, moi, je parle. Voilà. Il n'y a que toi, mais oui, les trucs improbables, on reste dans ta thématique. Lui, il doit monter dans le Nord, bon sang. La seule voiture, le seul mec qui m'a parlé de la Toyota Mirai un jour, c'est toi. Alors, explique-nous cette Toyota Mirai, vas-y. Allez, c'est la hydrogène. Exactement, la Mirai, c'est à hydrogène. En fait, donc, Mirage en français. Mais pourquoi personne n'en parle de cette voiture alors? Parce qu'on est en France et que
Tu vois, autant il doit y avoir 3 trucs d'hypercharge pour ta Tesla en France, autant il doit y avoir une borne hydrogène en France. Donc tu as intérêt de rouler en Allemagne. Mais après, foncièrement, en fait, à hydrogène, c'est le même concept. À l'arrivée, c'est une voiture électrique. Sauf que l'électricité est fournie via une batterie qui marche à hydrogène. Et du coup, bah là, pour le coup, pour recharger ta bagnole, ça prend, allez, 3 minutes, 4 minutes. D'accord. Et les prix, bah, ils sont très très bas. Donc, Ils font mieux que Qualcomm. et tu es sur une autonomie qui tourne plus autour de 450-500 km. Ouais, ils affichent 500 km pour la Ouais, Bientôt Pepe Garcia aura la sienne. Ouais, En tout cas, Julien, qui était déjà le seul mec en France à avoir un Lumia 950, il sera bientôt le seul mec en France à avoir une Toyota Mirai. Non, mais c'est quand même une sacrée avancée. Et c'est censé être l'arbitre, Cédric. Hein. C'est celui qui est censé une neutralité rien du tout. En Non, tout non, cas, mais la Tesla, moi, quand Cédric a commencé à poster des trucs dessus, j'ai failli convaincre madame, mais on fait des longs voilà. trajets. Ça, c'est parce que Mathieu, je connais toute l'histoire. Moi aussi, je fais des longs trajets. Hein. Que je me permets. Je vous raconte pas ma vie, mais ouais, je fais pas mal de longs trajets en ce moment entre Paris et la Bretagne. Et donc c'est chez les mêmes. 500 voilà, 500 km. Mais ça tombe bien, hein, il y a un superchargeur au Mans, il y en a un autre à Rennes. Oh, et puis sinon, elle poussera, c'est pas grave. Les enfants pousseront. Mais oui, si c'était pas possible, je la prendrais pas. C'est pas, voilà, On est je vais bien pas avoir d'accord. deux voitures, Ouais, ça mais n'a pas de sens. Et toi, fait quand même des pauses de car. Oui. pardon, Sébastien, toi qui vis dans un pays qui a toujours été sensible à ces questions-là, je crois d'ailleurs que le tout premier modèle de Toyota Prius, la Suisse a fait partie des rares pays en Europe où il a été commercialisé. Parce que la première Prius, nous on l'a pas eu en France, on a eu la Prius qu'à partir du deuxième modèle. Et je voulais savoir un petit. Non, la toute première qui était toute moche, qui ressemblait à rien, Ça j'ai jamais fait. suffit, les deux, là. C'est nous qu'on l'a eu. Ça suffit, les deux, là. Julien, tu feras des recherches sur Google et tu verras que le premier modèle de Prius. J'en ai vu il y a 3 semaines au Prius D. Oh. Non, mais on te le dit, Laurent, mais- qu'il a fait peut-être importer ou qu'il a acheté en Suisse, mais il n'a pas jamais été commercialisé de manière officielle. Ah, la tête, là, il est où? Et qu'est-ce qui se passe, là? Je fais l'arbitre. veux- On si se tu veux- calme. Et ça t'embête Oui, aussi oui. de poser des questions à Sébastien, s'il te plaît, Julien? Mais écoute, Julien, il l'avait présenté à Genève, puis les Suisses l'ont adoré. Ils ont adoré le design. Ils ont dit, ça ressemble à une brique de lait. Le lait, c'est la Suisse, c'est le chocolat et tout. On y va. Voilà, mais moi, ma question, c'était pas par rapport à la Prius, parce que la Prius première du nom, on s'en bat un peu les couilles maintenant. Ah, Mais c'est vrai que c'était plus à pour l'époque, savoir, ils disaient- par rapport à, puisqu'on est en train de parler de Tesla, est-ce que Tesla est implanté en Suisse? Est-ce qu'on trouve des superchargeurs? Est-ce qu'il y a des concessions Tesla ou pour l'instant pas du tout? Mais Alors bien sûr. oui. Et il y a pas mal Ça marche de, bien. il y a pas mal de monde qui en ont. Et dans ma ville, si tu veux, il y a un taxi Mhm. qui s'est fait sponsoriser par la ville pour avoir une Tesla. Et il a sa Tesla. Puis il a une autre petite bagnole électrique. Comme ça, il les recharge en altéré. Et, Il a pas une batterie externe. c'est et bien. il s'appelle Ricardo. Ah! C'est un portugais. Un cousin, un primo! Oh là là! Il est bon, Ouais, en Uber là! aussi. Je crois qu'il y a des Tesla, moi ça m'est arrivé. Et plusieurs par fois. contre, Sur des Tesla. les autocollants qu'il a mis dessus, c'est très très moche. Donc, Ah, Les ça, autocollants. c'est le pudding à la portugaise, tu sais, c'est... ouais, il a mis un peu du verre, un peu, ouais. Ouais, voilà. On me signale que Ricardo a le seul modèle de Tesla manuel. Bravo. En tout cas, Je propose qu'on lui envoie Et, un paquet fado. Pour la petite Euh, histoire, je suis allé à Lausanne, la très grande ville qui est à côté de chez moi l'autre jour, et il y a une grande place où il y a plein d'activités. Enfin, c'est le centre de la ville. Et là, ils présentaient, il y avait des modèles Tesla dans des gros trucs en verre que Tesla avait monté et tout. mhm. Les gens pouvaient rentrer dans la bagnole et patati patata. Il y avait aussi le chargeur, il y avait tout. Et ça te faisait envie, ça te ferait envie une voiture comme ça si... Moi, ça me fait envie. Après, c'est vrai que j'attendrai le modèle qui permet de l'acheter. D'accord. Et Euh, et Mathieu, donc toi qui, pour tout dévoiler, roule- J'avais juste une question, juste une petite question Oui. à Cédric. T'as testé le pilote automatique, toi, donc. Oh oui. Et tu le trouves fiable? Enfin, Et j'avais testé l'équivalent sur une
grosse berline de marque allemande. Et c'était un peu moins bien. Alors il paraît que les nouvelles versions du logiciel maintenant chez Audi en l'occurrence marchent très bien aussi. Mais oui, là je l'ai testé. Alors sur autoroute, hein, parce que c'est pas vraiment fait pour autre chose. Tu peux t'amuser à le lancer sur une petite route de campagne, mais vraiment c'est pas fait pour. Parce qu'évidemment le but c'est que la voiture arrive à voir la route autour d'elle, c'est-à-dire à reconnaître les fils principalement. Et donc je l'ai testé pour les connaisseurs sur l'A13. Et quand vous partez de Paris, que vous passez Saint-Germain-en-Laye et que vous êtes sur l'A13, à un moment il y a une longue montée en virage et vous passez à côté d'une grande centrale électrique, je crois que c'est Porcheville. Et là quand même je m'inquiétais parce que la montée en virage, je me dis mais elle va tenir la file, elle va voir, etc. Nickel, j'étais calé à 130 et la voiture elle faisait sa vie. Alors au début vous êtes un peu comme la grand-mère dans la vidéo YouTube, vous faites genre, vous gardez les mains pas loin du volant en disant je fais des mains, et au bout d'un moment non, vous prenez votre téléphone, vous faites votre mail parce que voilà, vous avez bien compris que la voiture elle se débrouille toute seule et que si elle a le moins de soucis, elle vous avertira. Mais et voilà, avec le cruise control adaptatif qui fait que si ça ralentit devant vous, la voiture ralentit, elle reprend sa vitesse, elle voit même, c'est-à-dire qu'elle reconnaît même toute seule les panneaux indicateurs de vitesse, par exemple, si vous traversez une zone de travaux et que c'est plus 130 mais 110 ou 90, eh ben elle le reconnaît toute seule. Je sais pas si elle s'adapte tout seul, ça, mais là c'est que du soft, elle saurait le faire de manière. Vous pouvez lui dire, voilà, conduis légalement s'il te plaît, et elle peut se débrouiller toute seule. Et là tout à coup, moi qui ai refait les 500 km du retour de Bretagne hier soir, forcément à chaque fois je m'imagine à quel point ma vie serait différente parce que c'est voilà, caler fil de droite ou fil du milieu et voilà 130 ou 110 ou peu importe. Parce qu'en Bretagne on peut pas rouler très vite, c'est gratuit mais bon, t'en as pour ton argent. Et là la voiture, elle s'arrêterait quoi au prochain feu rouge, c'est une fois arrivé à Paris. D'accord. Et tu lâches tout donc. Oui, alors non, normalement. T'as le kit man libre quoi. En fait, Mathieu, c'est la censure. Visiblement, il veut pas que je te pose la question. Mais non, mais en fait, je t'explique, il voudrait faire des vidéos YouTube pendant que ça conduit. Tu vois, il voudrait faire ses vidéos à l'arrière, en fait. Ça marcherait aussi, mais normalement, il faut que tu aies les mains sur le volant ou que tu aies au moins la capacité de reprendre le volant à n'importe quel moment. Bah, de toute manière, il faut savoir quand même que la convention de Genève. Non, la convention de Vienne, celle qui régit la circulation automobile en Europe, a été modifiée pour ça et que c'est obligatoire. Il faut que pour les voitures autonomes, pour qu'elles soient autorisées à circuler, il faut que à tout moment le conducteur puisse avoir un contrôle sur la voiture et désactiver la fonction si besoin. Sinon, Tesla n'aurait pas pu mettre son autopilote en Europe, par exemple. Et donc, ma question pour Mathieu, non Julien, c'est pas la peine. Je vais poser ma question à Mathieu une bonne fois pour toutes, parce que Mathieu, c'est le seul qui, parmi nous, a déjà fait un pas vers des énergies un peu plus vertes, puisqu'il roule dans une voiture hybride. Donc je me dis que dans la mesure où tu roules dans une voiture hybride, t'es dit que cette Tesla... Non, Julien, je ne t'écoute pas. Mathieu, peut-être que cette voiture, cette Tesla Model 3 pourrait t'intéresser, du coup. Ah bah, moi, complètement. Hein. Quand j'ai su qu'Eli l'avait commandé, j'étais vert de jalousie. En plus, quand j'ai vu, petite anecdote, la vidéo de Asus, qui apparemment, avec un Zenfone Max, tu peux recharger ta Tesla. Ça, c'est magnifique, avec un téléphone Android. C'est beau. Pour la petite blague, vous irez sur YouTube, hein, vous tapez Zenfone Max Tesla et vous tombez dessus. Oui, non, très clairement, je regrette presque d'avoir changé de voiture, tu vois, parce que la mienne, elle doit avoir quoi, 3-4 ans. Du coup, là, changer, ça va être compliqué. Mais oui, très clairement. Moi, déjà, c'était au moment de l'achat de ma voiture, c'était déjà une réflexion qui était bon, comment faire un geste pour l'environnement et comment essayer de passer à l'hybride. Et puis, comme quand t'es geek, t'as toujours envie de tester des technologies. Donc, pour moi, l'hybride, ça rassemblait tout ça. Donc oui, forcément, moi je serais client. En fait, et en plus, ce que j'aime bien vraiment chez l'idée d'Elon Musk et de la philosophie de Tesla, c'est que autant tu as des marques de voitures qui sont déterminées à vendre des modèles très chers et à rester sur ce segment de prix. Là, tu sens que il a fait des voitures très chères, mais que l'idée c'était d'essayer d'amortir après les technos pour pouvoir nous proposer des voitures que tout le monde puisse avoir. Et d'ailleurs, lui, son objectif, ce qui se dit, c'est que d'ici 20 à 30 ans, pour lui, il espère que 90% du parc
soit en voiture électrique. Donc, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, à l'horizon 2025, les Pays-Bas, c'est officiel, hein, c'est pas une rumeur, aux Pays-Bas, la commercialisation des voitures à moteur thermique sera interdite. Seules les voitures électriques pourront être commercialisées. C'est dans 9 ans, hein, c'est pas non plus dans 30 ans. Ouais, je pense et que c'est bien. l'Inde voudrait prendre le même chemin. Vous imaginez l'Inde, le marché que ça représente. Juste pour conclure sur ce chapitre sur Tesla et la Model 3, le problème qui risque de se poser, c'est au niveau de la production des batteries, parce qu'ils vont assécher quand même la production de lithium mondiale, même, je dirais, la production mondiale. Cédric, est-ce qu'il ne pourrait pas se tourner finalement vers une autre énergie qui s'appelle le graphène, qui sont des pseudo-supercondensateurs qui peuvent être instantanément rechargés et qui durent la vie de la voiture électrique. J'ai vu passer quelque chose à ce niveau-là il y a quelques jours, et je crois que c'était sur ton compte Twitter, me semble-t-il. Le graphène, c'est la génération d'après, donc c'est normal évidemment qu'ils s'y intéressent de manière, j'ai envie de dire, quasiment monomaniaque, parce qu'évidemment, la promesse du graphène, c'est plus ce serait plus simple à fabriquer, ça n'aurait pas apparemment les quelques problèmes qu'on connaît avec les batteries lithium, et puis surtout, ça nous amènerait des autonomies où là, on pourrait viser l'autonomie de ma Passat diesel, quoi, tu vois, 1000 à 1500 km. Ouais, effectivement, là, ça fait rêver. Et donc, on va finir cette partie, et puis même d'ailleurs pour le coup, on va finir l'émission un peu là-dessus. C'est que voilà, en 2013, Elon Musk a embauché un monsieur qui s'appelle Chris Porritt, qui est un ancien de chez Land Rover et d'Aston Martin. C'est notamment lui qui est derrière l'Aston Martin DB9 et la supercar One 77, dont Elon Musk avait dit que c'était pour lui la meilleure voiture jamais créée. Donc c'est un Britannique. Et petite info qui est tombée là il y a quelques heures, ce monsieur est parti chez Apple et a priori c'est lui qui prendrait la tête du projet Titan. Donc bon, on parle peut-être d'une voiture peut-être chez Apple d'ici 2020. Bah voilà, une info qui pourrait aller dans ce sens, d'autant plus qu'il est britannique comme Johnny Ive et que voilà, je pense que ces deux hommes-là. A priori on parle, mais alors évidemment on parle avec d'énormes guillemets et des très grosses précautions oratoires. Mais apparemment Apple vise 2019, mais on ne sait pas encore ce qu'ils visent exactement. Est-ce que c'est une voiture entièrement autonome? Est-ce que mais ça me paraît un peu tôt. Il y a vous pouvez aller sur stratégie.gouv.fr. Il y a une note d'une espèce de bureau de prospective de Matignon sur la voiture autonome qui est parue cette semaine et qui est un bon rappel de tous les enjeux de la voiture autonome. C'est vachement bien fait. Et il y a deux courbes sur l'adoption prévue de ce genre de technologie. Il y a une courbe normale qui se base sur plein de choses, l'arrivée des technologies, etc. Et puis le fait que le parc automobile en France, en tout cas, il se renouvelle de 6% par an, c'est pas beaucoup. Et que la voiture moyenne en France, elle a 9 ans. Donc de toute façon, même si je te dis ça y est, aujourd'hui c'est bon, bah oui, mais il va falloir 15 ans pour que ça arrive en vrai. Et donc là, ils seraient sur une projection à la moitié du marché devient autonome d'ici à 2050, 2060. Et puis il y a une version disruptive où là, dès 2025, tout à coup, le marché commencerait à être totalement retourné. Mais je pense que dans les deux cas, Elon Musk sera là. D'accord. En tout cas, on va conclure là-dessus. On voulait faire une partie également, une troisième partie sur la robotique, mais là on va pas avoir le temps parce qu'on va manquer de temps. Ça va être l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup Cédric de t'être joint à nous parce que vraiment c'était plutôt très intéressant de t'écouter, de t'avoir avec nous. C'est un plaisir. Un immense honneur pour nous. Revenez comme vous voulez. Merci pour ce moment. Ça fait très Valérie Trierweiler. Oui. On a les références littéraires qu'on peut. Exactement. Faut remercier madame aussi pour les bureaux et tout. Ouais, et puis parce qu'elle travaille en attendant que j'ai fini. Donc... Oh, c'est horrible. Voilà. Donc, avant de remercier nos camarades qui nous accompagnent, on va rappeler que donc on te retrouve de temps en temps dans Refait le Mac et également donc toutes les semaines dans Plein Écran, première diffusion. Sur LCI qui maintenant est en direct en première diffusion le vendredi à 14h30. Voilà. Si vous vous ennuyez, le vendredi à 14h30, mais il y a des diffs tout le week-end. C'est ça. Vous pouvez aussi retrouver l'intégrale des émissions sur le replay de votre box préférée, ainsi que sur la page Facebook de l'émission, vous tapez LCI Plein Écran, vous trouverez tous les replays.
Voilà. Avant c'était aussi sur Mighty Island, mais bon, voilà, pour les raisons évoquées tout à Ah l'heure. oui, voilà. Et avant, c'était aussi sur iTunes, et là aussi, il faudra qu'on s'en reparle. Pas de souci. Avant de passer vers chacun des camarades qui nous a accompagnés aujourd'hui, je voudrais avoir une petite pensée pour quelqu'un que je crois que tu connais, Cédric, et qui nous a quittés avant-hier, c'est Thierry Outrebon, qui est un remarquable journaliste. J'ai envie de dire, pas un grand ancien, mais même moi, quand j'étais jeune journaliste dans la presse informatique, c'était déjà un des barons de cette profession. C'était quelqu'un de très calme. Tu vois Pepe Garcia? Et Très bien. très différent. Voilà. Et ouais, il est parti vraiment, vraiment trop tôt et vraiment, vraiment très brutalement. Donc voilà, Ouais. on pense pas mal à lui. Effectivement. Je vais remercier également ceux qui constituent notre équipe graphique avec Thomas, Valentin, Stéphane et puis notre directeur artistique Nicolas, qui est également de community manager. On voulait faire une partie sur les robots, mais comme j'ai dit, on n'a pas le temps, mais ça ne m'empêche pas de vous recommander quand même un bouquin d'un gars que tu connais, parce qu'il a travaillé chez LCI aussi, c'est Olivier Lebar, qui a fait un livre Oui. excellent qui s'appelle Nous sommes tous des robots. C'est aux éditions Michalon. C'est un livre qui est pas récent, qui est sorti il y a déjà 2 ans, je crois. Ouais, j'ai toujours pas fini moi non plus. Mais vraiment, c'est très très intéressant si vous êtes un geek, si vous êtes passionné de nouvelles technologies. Qui est remarquable et qu'Olivier a beaucoup bossé parce qu'on s'est retrouvés au Japon ensemble, il allait voir plein de choses. Enfin, non, c'est un chouette bouquin, lisez-le. Ouais, et ça se lit super bien, t'as pas besoin d'être calé, d'être un gros geek pour comprendre ce qui est écrit, c'est très très bien écrit. Vous savez quoi, C'est-à-dire que éventuellement, ce que je vous propose, c'est qu'un jour, peut-être qu'il vienne nous en parler lui-même dans l'émission. Ça serait sympa. Ouais. Bah, ça sera plus simple. Il a maintenant un métier qui l'occupe énormément, mais oui, je pense qu'il trouvera le temps. Je connais un petit peu. C'est vrai que bon, il est un petit peu occupé, mais bon, tu es très occupé aussi, et au final, on a réussi à t'avoir quand même. Tu vois, tout arrive. Voilà, exactement, faut jamais désespérer. Alors, on va remercier également celui qui a un comportement de plus en plus bizarre, c'est notre ami Julien Tepry, qui va donc faire le montage de cette émission. Voilà. Ça va, ça se passe bien, Julien? Ça y est, t'as plus d'1 heure et demie, tu pètes un plomb, c'est déjà au futur montage. Un homme sans femme pendant une semaine. Oui, c'est l'absence de sa femme, je pense aussi, qui n'aide pas. Écoute, non, c'est juste que j'étais très vexé parce que voilà, j'ai une Prius et tu n'as pas parlé de moi pour la voiture hybride, j'étais triste. Voilà. Donc, mea culpa, monsieur a apparemment une Toyota Prius depuis 2008. Il m'a matriculé 402. Voilà, bon bah écoute, ne partons pas fâchés. Non, je te rassure, jamais. Et puis bon courage à toi pour le montage de l'émission et on sera ravis de te retrouver. Et évidemment un grand merci à Cédric quand même de nous avoir consacré tout ce temps sur ce personnage, ce sujet passionnant qui est Monsieur Musk. Ouais. Tout à fait. Bien welcome. Et on va remercier également Mathieu, Mathieu qu'on retrouve sur Watch donc un lundi sur 2 dans Andromaque de 20h à 21h et un vendredi sur 2 dans le studio mobile également de 20h à 21h et puis bien sûr sur la chaîne YouTube qui monte, restez connectés. Il va y avoir quoi au passage d'ailleurs sur rester connecté dans les prochains jours? Parce que Alors, il y a quoi, 2 vidéos par semaine à peu près? ouais, on essaye de tenir ce rythme, c'est très très compliqué avec ce que l'on a. On a travaillé tout ce dimanche dernier sur le test du Huawei P9 qui est à suivre. Et moi, je suis en train de tester une bizarrerie que j'ai fait l'acquisition. C'est une tablette chinoise Cube i7 qui propose une alternative pour moins cher qu'une Surface Pro. Donc voilà, je travaille sur le test. Les temps sont durs, mais ouais, bah oui, mais ça c'est truc de riche, ça. Moi, je suis comme Cédric, c'est AliExpress, c'est bien. Voilà, je pense qu'il va en bouffer encore plus depuis qu'il a commandé sa Tesla. Voilà. Donc voilà, et puis merci Cédric qui n'a pas de grand que de nom. Et franchement mais en plus c'était vraiment ça fait très longtemps que j'espérais faire un podcast avec toi. T'es une vraie référence pour moi. C'est beaucoup de respect et beaucoup d'étoiles dans les yeux quand on se croise. J'adore. Et il m'est même arrivé une fois de lui donner une info que Xiaomi était à Barcelone. Je me souviens d'avoir donné cette info. Il me dit, ah bon, laisse voir. Absolument. Et je peux te dire que quand tu vois Cédric qui n'a pas eu l'info et que toi tu lui donnes, alors là mon gars, voilà. Podcast, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. Tu as des bonheurs simples, c'est très bien. Voilà.
Ouais, J'ai également là. remercier Sébastien, donc Mister Perrier sur YouTube. Et toi, la prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube, ce sera quoi? Alors, ce sera cette petite bête volante. Waouh! Non identifié. Non, si, quand même. Française Bah, c'est identifié alors. et autonome. Autonome, vous savez. Bien. Et, Elle te suit grâce à ça. et sur l'autre chaîne, sur le Perrier Show, c'est quand qu'il va y avoir une vidéo? Alors écoute, j'ai l'interdit. Si je veux faire un enfant, j'ai l'interdiction de refaire des vidéos sur cette chaîne. D'accord, ok. Bon, Prenne qui pourra. C'est vrai Voilà. que comme Et je veux- comptine cacahuté, c'est pas. Ouais, forcément. Il y a un moment, tu sais, voilà, je dois arrêter. Cette chaîne, c'est... Non, il faut pas. Non, je rigole, Maman n'est pas comme ça. D'accord. Et quant à moi, bah, je vous remercie tous, évidemment, d'avoir participé à cette émission, particulièrement Cédric, parce que, effectivement, pour moi, c'est pareil, c'est un peu un modèle, donc, quelqu'un que j'apprécie énormément depuis très longtemps. Arrêtez, Mais c'est le cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, moi, vous pourrez me retrouver prochainement, je ne peux pas vous dire quand, parce que c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment, mais dans iWeek, sur Watch également, donc c'est le mardi de 20h à 21h, mais bon, ça va pas être tout de suite, hein, je pense, parce que mes prochains mardis, ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir le salon InnoRobot, tout ça, enfin bref. Et puis, bah, en tout cas, bon, pas sur MyTélédante, parce que MyTélédante, le site est encore en ligne, mais il est plus alimenté, donc bon, vous pouvez toujours y aller hein, pour revoir des anciennes vidéos, mais après, n'attendez plus rien de ce côté-là dans l'immédiat, puisque ça va se transformer en association caritative, mais ça, je vous renvoie au début de l'émission, on en a déjà parlé, on va pas le refaire. Et sinon, bah, on va retrouver bien entendu le mois prochain pour l'épisode 15 de l'école des fanboys. Et pour tout vous dire, on n'a absolument aucune idée de quoi on va vous parler, donc c'est le grand suspense, on verra. Mais c'est bien aussi de faire un peu comme ça à l'arrache. Voilà, c'était en tout cas un immense plaisir pour nous quatre de faire cette émission avec Cédric. C'était un numéro qu'on espérait de faire depuis très longtemps. On y est arrivé. Ouais, et aussi, c'est un épisode vraiment spécial parce que ça signe ton retour qu'on attendait avec vraiment impatience et je suis content que tu sois revenu à la barre. Ben, je suis content moi de vous avoir retrouvé parce que vous m'avez énormément manqué pendant ces 2 mois. Et donc voilà, c'était le cadeau que moi je voulais vous faire pour le premier anniversaire de l'école des fanboys. C'était celui-là, la surprise que vous avez découvert dans l'émission spéciale anniversaire. Et ben, c'était ça, c'était la présence de Cédric avec nous pour une émission hors série. Voilà, c'est fait, donc c'est cool. On est très content, on en est très fiers aussi parce qu'on a quand même réussi à avoir des gens comme François Sorel, comme Pépé Garcia, comme Xavier Desor, maintenant Cédric Ingrand qui vient s'ajouter à cette prestigieuse liste, Olivier Frégara aussi, et plein d'autres, des youtubeurs. Donc on est content que de grands noms comme ça viennent chez nous et voilà, et prennent du plaisir à le faire en plus. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao à tous, bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao.